Bonjour Daniel, bonjour. Bienvenue à cette conférence du mois d'août 1994. Aujourd'hui, à cette conférence privée, j'aimerais parler de la loi de l'occupation, de ce qui fait que depuis qu'on est né, on s'occupe pour mourir, puis recommencer, puis pour mourir. J'aimerais Je vais expliquer savoir... quelque chose avant. C'est un petit morceau tiré de l'introduction à la cosmogonie de la réalité, mais ça va clarifier, enfin, ça va aller avec ce que tu dis là, ce que tu vas amener. L'être humain, c'est quelque chose qui, on va dire, a une certaine nature, une nature absolue, une nature cosmique. Normalement, dans cette nature, il y a de l'intelligence. L'être humain s'exprime dans un monde particulier, un chronotope particulier, celui-ci. On va dire un monde particulier pour l'instant, c'est un chronotope. Et dans ce chronotope, dans ce monde, il y a des restrictions. Ces restrictions-là, on va les connaître sous forme de lois. Je répète encore une fois que ce sont des lois naturelles, un peu comme lorsqu'il pleut, ça mouille, c'est une loi naturelle. C'est rare que quand il pleut, ça sèche. Bon. Ça peut arriver dans un autre chronotope. Mais dans celui-ci, lorsqu'il pleut, ça mouille. Alors, il y a des lois. Parmi ces lois-là, il y a des lois de l'expression de la nature humaine. Alors, j'avais dit à un moment donné dans une conférence que la nature humaine était une nature qui l'amenait à souffrir, qui l'amenait à rechercher la misère, le malheur, qui l'amenait aussi à s'autodétruire. On change un peu juste les mots et il y a une loi d'expression de la nature humaine. On va considérer que la nature humaine est une nature à être pacifique, à être douce, à être intelligente. C'est ce qui essaie de s'exprimer. Mais dans le chronotope actuel, dans ce monde-ci, il y a une loi, il y a des lois d'expression de la nature humaine. Parmi les lois de l'expression de la nature humaine, il y en a deux. Une, celle de la recherche de la misère, de la souffrance, du malheur. L'autre, celle de la recherche de l'autodestruction. Et il y a donc aussi une autre loi, celle de la recherche, finalement, de l'obnubilation ou de l'occupation. Alors, on parle de la loi de l'occupation. Qu'est-ce que c'est la loi de l'occupation? C'est une loi qui vient régir l'expression de l'être humain dans ce chronotopsie. Ça veut dire que où on change les lois, maintenant, changer les lois de la nature, c'est assez compliqué. Où on change de chronotope, donc, on va dans un endroit où les lois sont différentes. C'est comme partir dans un pays où il est interdit à une femme de se promener à côté de son mari, donc des pays musulmans, entre autres, la femme doit marcher en arrière, et on s'en va dans un pays où cette loi-là n'existe pas, ou même il y a une loi plutôt qui dit que les sexes ont une égalité face à la loi. Donc, ils ont une égalité face à ce qu'ils veulent faire. Si on va dans les pays musulmans et qu'on veut changer les lois, il faudra se battre, alors que si on change de pays, c'est réglé. Maintenant, pour changer de pays, il faut évidemment que les lois du pays de départ t'autorisent à changer de pays. Si on prend les lois, par exemple, dans les pays communistes, c'était interdit, c'était illégal de vouloir améliorer son sort. C'était aussi illégal de vouloir changer de pays. Dans les lois du chronotope actuel, il y a beaucoup d'illégalité. Bon, j'ai déjà expliqué, il y a quelques mois, qu'il y avait parmi des sous-lois, des lois du genre, mais ce sont des lois qu'on lançait comme ça, à un moment donné, on va les clarifier, mais des sous-lois du genre, vous devrez tout faire pour vivre éternellement, mais vous ne pourrez pas y réussir. Vous devrez tout faire pour être heureux et heureuse, mais vous ne devez pas réussir. Les 10 commandements, c'est des... Bon, les 10 commandements, ça dépend. Non, à l'intérieur, il y a des commandements qui sont faciles à faire. Ouais. Il y en a d'autres, évidemment, qui sont impossibles pour l'humain. Alors, si on parle de loi d'occupation, on parle d'une mécanique qui est ici, qui sert à empêcher l'être humain de voir clair dans sa tête. C'est ça. Puis même, je connais des conscientifiques qui avancent, et puis ils sont toujours occupés. Ils ont toujours la loi d'occupation qui les attire dans le chronotope. Parmi la loi si on prend la loi d'occupation, puis qu'on s'amuse à la définir, évidemment, ces lois-là vont s'entrecouper, s'entraider. Ça fait partie d'un protocole légal. Comme pour un pays, chaque loi vient finalement soutenir la législation du pays. Parmi les lois de l'occupation, il y a la loi de la créativité. Hein? Tu es créateur, mais tu ne peux pas créer rien. Bon, mais ça occupe. Ça occupe, ça. Ouais. Ça Il y a la loi du collectivisme.
La loi du collectivisme, c'est de tout faire pour essayer d'être comme les autres. Le gros du problème là-dedans, c'est que vous vous sentez anormal, marginal, vous allez vouloir être comme les autres. Mais comme les autres, qui comme les autres? Comme les musulmans? Vous allez dire, non, non, pas comme les musulmans, je vais être normal quand même. Ah, OK, vous voulez être normal, mais pas comme la moitié de la planète. Bon, vous voulez être normal comme qui? Comme les communistes? Ou comme les Chinois? Ah ben non, je vais être normal. OK, pas comme les Chinois, un quart de la planète. Pas comme les communistes, un cinquième de la planète. Finalement, vous voulez être normal, mais pas comme les 5/8e de la planète. Vous voulez être normal comme qui? Ça, c'est encore une autre affaire. Ça, c'est quand on veut faire quelque chose, là, puis on décide de le faire, mais c'est pas ça qu'on veut finalement. Parce que quand on est Ça, arrivé c'est la là... créativité, l'occupation, etc. Mais juste pour finir notre mécanique du collectivisme, parce que c'est souvent incompris chez la majorité des gens, enfin c'est compris un peu, mais les gens n'ont rien à foutre, ils sont trop occupés. Finalement, on veut être normal comme sa famille. Là, les gens m'ont dit, ben pas tout à fait. Bon, d'abord, vous voulez être normal, vous voulez être alcoolique. Il y a beaucoup d'alcooliques au Québec. Non, on veut être normal, mais pas comme les alcooliques. Bon, alors vous voulez être normal comme les drogués. Il y a beaucoup de drogués au Québec. Non, on veut être normal, mais pas comme, tu sais, juste de temps en temps, tu peux prendre un petit coup. De temps en temps, tu peux fumer un petit joint, par exemple. D'autres vont dire, non, pas normal, non, pas à ce point-là. Fait que finalement, vous ne voulez pas être normal, mais vous voulez que tout le monde vous trouve normal. Vous aimeriez, parce que la personne qui est collective, qui veut être normale quelque part, bien, si elle vivait chez les musulmans, bien, elle trouverait, elle, que la crise de vraie réalité, c'est d'être musulman. Mais vu qu'elle ne vit pas là, elle va trouver que la crise de vraie réalité, c'est d'être comme certains amis, ou comme ses parents, ou comme des collègues de travail, ou comme des collègues d'école. Ça, c'est la vraie réalité. Ça veut dire que sa vraie réalité, elle dépend totalement de l'endroit où elle vit. Autrement dit, l'individu est une pauvre personne totalement omnibulée, qui est assujettie à la loi de l'occupation, puis qui s'amuse simplement à être supportée par le médiocrisme qu'elle a à l'intérieur d'elle, c'est-à-dire qu'elle s'aime tellement pas, elle se fout tellement d'elle, que le moindrement qu'elle doit être, elle, devant des gens, elle ne peut plus être elle, il faut qu'elle soit normale. Mais le président dit n'importe quelle épée en avant, il faudra qu'elle devienne normale comme les épées. Et la personne peut obstiner que ce n'est pas vrai. Mais vous voulez être normal devant qui? Par rapport à qui? Par rapport à quoi? C'est quoi la normalité d'abord? Par rapport à l'entourage. Toujours à l'entourage. Fait que change d'entourage, la personne va encore changer. Et les gens qui sont collectifs vont dire que c'est pas vrai. Les autres, ils veulent être normal, puis ils vont essayer de définir la normalité. Bien, définir tant qu'à la définir à partir de quoi? C'est évident que si tu vas vivre dans un endroit où les gens sont religieux au maximum, où tu crises ton camp, où tu deviens religieux. Mais les individus, s'ils sont nés dans ces endroits-là, ou s'ils ont un emploi ou des salaires, ou encore sont en amour, tombés en amour dans ce pays-là, ils vont probablement, lentement, vouloir être religieux. Un exemple, le changement de langage. Par exemple, il y a plusieurs personnes qui m'entourent qui disent qu'il faudrait qu'on soit moins ésotérique. Ah oui, c'est évident, parce que les épais, les inconscients à l'extérieur étant moins ésotériques, il faudrait qu'on soit comme eux autres. Parce que là, ils ont de la difficulté à être capables de supporter la valeur de leurs mots uniquement parce que les autres ne les connaissent pas. Donc, on devrait dire, au lieu de parler, par exemple, d'infarctus du myocarde, on devrait parler de mal à l'estomac. Parce que les gens, quand ils ont mal à l'estomac, ils font des crises de cœur. Puis quand les gens ils ont mal au cœur, ben, ils vomissent. Fait que quand tu as des problèmes de digestion, tu as mal au cœur. Puis là, on devrait parler de même, puis là, on serait mieux accepté. On serait mieux accepté. Ils vont te détester autant. Il y en a un de plus qui va taillir, ça va être toi. Tu ne seras pas mieux accepté. Et en plus, ton langage est un langage avant qui était spécifique, spécialisé. Le langage ajuste la pensée, donc tu avais un meilleur contrôle sur les structures de pensée. Et tu essaies d'avoir une pensée de pauvre, de paysan, d'arriéré, parce que tu trouves que ça ferait mieux pour toi. L'idée là-dedans, c'est que tu recherches à mourir le plus vite possible, et tu recherches à vivre le plus incognito possible à travers la société, et avec la mentalisation prétextant que c'est la façon d'arriver à être ajusté avec le peuple. Quand tu rencontres un paysan, puis que lui te dit que le divorce, ça se dit à machala, machalpu, comme au lac Saint-Jean ou en Arabie, quand tu rencontres le paysan, tu vas parler comme lui, c'est correct. Mais c'est pas une raison pour que toi, tu t'interdises de penser à ta façon, et que c'est pas une raison pour que tu t'interdises de parler entre d'autres personnes qui parlent différemment, uniquement parce qu'il y a probablement, de temps en temps, peut-être que le fermier d'à côté, il a mis un micro dans ta chambre, puis qu'il t'écoute, puis qu'il rit de toi.
Peut-être. Le gros du collectivisme, c'est là-dedans. Les gens ne s'aiment pas, ça fait partie de la loi de l'occupation. Vu que vous vous aimez pas, vous allez tout faire pour vous aimer. Vu que vous vous aimerez jamais, parce que ici, les lois, c'est essayer de faire le maximum pour atteindre ceci, mais n'y arrivez pas, parce que si vous y arrivez, vous allez payer le prix. Bon, c'est comme ça que ça se passe. À moins que tu changes de monde, évidemment. Les individus finissent par vouloir être les deux pieds sur deux terrains, ou sur 3 ou 4 ou 5 ou 6 terrains. Ils veulent changer de monde en restant dans celui-ci. Ils veulent changer de monde en se gardant des portes et des tunnels pour venir ici de temps en temps. C'est surtout ça aussi. Ils veulent se garder des attaches, des portes. Mais tout le temps. Parce que ça devient anormal d'être normal, mais de normal pour toi. Le gros de la farce dans le collectivisme, c'est qu'il n'y en a pas un seul humain qui est pareil comme les autres. Dernièrement, je regardais un jeune garçon qui était à peu près 8, 9, 10 ans. Bon, il est joli, et il a sa petite tabarnak de casquette sur la tête. À l'envers, évidemment. Là, je me semble de le voir, de lui dire, écoute, pourquoi tu fais pas tes culottes à l'envers? Non, ça a l'air fou! Une casquette à l'envers, mon petit, ça a l'air aussi fou. Là, il m'obstinerait que non. Mais si tout le monde mettait les culottes à l'envers, il les mettrait à l'envers aussi. Ça n'aurait pas l'air fou. Mais là, l'idée, c'est que tu regardes le devant de sa face, là, le truc en plastique, etc. Ôte la palette, puis dis-lui, mets ça. Mets-le, puis regarde dans le miroir, c'est pareil. Il ne voudra pas le mettre. C'est pas une casquette. Donc, c'est pas l'onde de forme, il se trouve pas beau, il se trouve pas rien. Il doit être le plus possible normal. Mais la farce là-dedans, c'est qu'il n'y a pas un seul jeune qui, dans sa nature, met une casquette à l'envers, et ils vont tous essayer d'être normal par rapport à aucun jeune qui existe sur la planète, puis ils vont tous mettre la petite casquette à l'envers pour être normal comme aucun jeune qui existe sur la planète, donc pour être normal comme qui? Moi, je la mets à l'envers pour être comme toi, qui la met à l'envers pour être comme moi. OK? Sauf qu'il n'y en a pas un seul qui la met à l'envers pour lui. C'est la même chose avec la casquette de travers, avec la casquette carrément, parce que la casquette, c'est une personnalité, et ces jeunes-là trouvent leur casquette, puis ils sont tout nus. Vole-leur leurs souliers, vole-leur différentes choses, ça dérangera moins, sauf évidemment s'il y a une personnalité de pied, puis elle est dans ses souliers. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que tout le travail, on parle de loi d'occupation, tout le travail majeur qui est fait chez l'être humain, pour être normal, et encore une fois, comme à un moment donné, je parlais du maquillage pour les femmes, et il y avait 2 femmes qui s'étaient inscrites au séminaire qui ont rappelé pour dire qu'ils annulaient, qu'ils allaient s'acheter du maquillage à la place avec l'argent du séminaire. Mais c'est la même astuce d'affaires. Tu peux pas parler de rien de ça. S'il y avait un jeune à casquette ici, il m'en donné, il ne vient plus jamais. Pourquoi? Parce que j'ai attaqué ce qu'il est, lui. Une crise de casquette. J'ai attaqué ça. Le maquillage, c'est la même chose. Ma fille qui se maquillait, je lui dis, qu'est-ce que j'aurais l'air, moi, si je me maquillerais comme toi? Elle dit, tu aurais l'air d'un maudit niaiseux. C'est ce que tu as de l'air. Tu as de l'air d'une maudite niaiseuse. Mais évidemment, on s'habitue à avoir des casquettes croches, etc. On s'habitue à avoir des habillements qui sont totalement stupides, et ça finit par être normal. Et normal par rapport à qui? Par rapport à personne. Les jeunes qui mettent des bottes l'été, des souliers de course l'hiver, des baskets dans pas grand temps, parce que les Français sont rentrés les Québécois sont aux épais, alors là, ils vont étudier ce qui se passe en France. En France, on dit des baskets, puis on dit des tennis. Bon. Et bien vite, on va jouer aux souliers. Ah oui, parce que moi, je joue au basketball, au ballon panier, mais en France, c'est le basketball. Puis les souliers qui servent à jouer au basketball, c'est des baskets. Mais des baskets en anglais, c'est des paniers. En tout cas. Mais là, de plus en plus, on vient comme ça, parce qu'il faut avoir une personnalité. On est content. D'être épais comme les Français, qui eux autres détestent les Américains, ils veulent à tout prix être Américains. Bon. Et quand tu demandes à un Français, mais basket, c'est anglais. Oh non, basket, c'est français. Bon, correct. Shopping, c'est français. Pas de problème. Le drugstore aussi. Non, le drugstore, c'est anglais. Le drugstore, c'est français. Drugstore. Puis c'est français, c'est français. Tu comprends? C'est français. Ouais. C'est pas un anglicisme, c'est français. Une pharmacie, c'est épais. Ben oui, sur leur à toutes les croisées de chemin, c'est des stops, c'est pas des arrêts. Mais ça, c'est international, hélas, là, mais en tout cas. Ouais, mais le gros de la farce, c'est que dernièrement, il y avait des Français à la radio qui disaient que, parce que là, il y a des Québécois qui ont été les engueuler un peu à propos de leur franglais. Et bon, comme par exemple, week-end. On n'est quand même pas, l'animatrice disait, on n'est quand même pas pour dire, comme nos petits cousins québécois, fin de semaine, non, franchement. Ben, c'est ça. Un week-end, c'est français. Bon, fin de semaine, ça, c'est épais. Et c'est la même chose. Mais Parce cette que mécanique-là. tu es épais si tu n'es pas américanisé en France, puis au Québec, c'est la même. Le collectivisme, c'est une connerie totale. C'est ça, cette mécanique-là là, qui fait qu'on est obligé d'être collectif. Ça nous occupe toute la vie. C'est pas ça qu'on meurt. Écoute, ça vous rend médiocre.
ça vous démolit, ça vous déstabilise sans arrêt, ça vous décentre sans arrêt, ça vous oblige sans arrêt à travailler pour être normal. Être normal par rapport à rien, par rapport à une norme. Ça nous rend malheureux en plus. Bon, oui, ben, c'est pas choix, ça, mais ça fait partie de l'autre choix. Ça, t'es heureux d'être malheureux. T'es bien d'être malheureux. Il y a une mannequin qui est venue faire un tour ici, une femme. Bon, et on lui demande, par exemple, que pensez-vous de toutes les femmes de la planète, le 99,999, qui pourront jamais vous ressembler, alors que vous êtes la représentante de ce que devrait être une femme sur la planète? Et voilà. Et elle répond que, elle est brillante, c'est intéressant, elle répond que c'est simplement une question de normes, je dis ça dans mes mots, mais on a établi ce qui aujourd'hui était de la beauté, moi je rentre là-dedans. Je suis belle. Quand on va changer les normes, je serai être laide. Alors ce qu'elle dit, elle, c'est que toutes les femmes sont probablement belles en dedans, qui devraient se contenter déjà de se trouver belles parce qu'elles sont belles en dedans, et ils devraient savoir en plus que moi je suis belle en fonction d'une norme, mais ce n'est pas une beauté absolue. Bon, c'est dans mes mots. Mais c'est quand même ce qu'elle explique. Évidemment, les femmes n'ont rien à foutre de ça, parce que c'est bien trop correct. Mais ce qui est intéressant, c'est que, encore une fois, les gens, les femmes, plusieurs femmes, probablement pas plusieurs femmes ici, mais il y a énormément de femmes, occupation. Elles veulent être normales. Normales, ça veut dire être comme elles. Alors qu'une femme, en proportion, d'ailleurs, les femmes qu'on peut se faire comme mannequin, ce sont tous des anomalies génétiques. D'ailleurs, elle-même, elle le dit. Moi, si on me définirait, je suis une anomalie génétique. Parce que les belles femmes mannequins sont des femmes qui sont comme les hommes. Mais une femme n'a pas les proportions génétiques de l'homme. Ni dans la longueur des jambes, ni dans la largeur du bassin, elle ne les a pas. Une femme qui ressemble à une belle femme dans les normes européennes, nord-américaines, c'est une femme qui a des problèmes. Bon. Dans d'autres pays, la femme doit être énorme. Mais là, c'est une femme qui a des problèmes de santé. Mais la problématique, c'est que ce qui est intéressant, amusant, c'est que dans certains pays où la femme doit être énorme, ben, les femmes travaillent à être normales, à être baquaises. Dans les pays où les femmes sont minces, les femmes travaillent à être normales, minces, anorexiques, feluettes, etc. Et il n'y a rien, c'est tellement ancré puissamment chez les individus, parce que les individus ne s'aiment pas, que lorsque la femme essaie d'être un peu belle, pas jamais par rapport à elle, mais oui, c'est par rapport à la femme, c'est comme les enfants avec le casquette, ils mettent ça pour eux autres. Mais quand les petits Chris à côté, ils vont mettre des chapeaux, ils vont mettre aussi des chapeaux pour eux autres. Ça ne sera jamais pour être collectif. Puis quand les petits tabarnouches à côté, ils vont se promener nu-pied pour aller à l'école, eux aussi, ils vont y aller nu-pied, parce que c'est plus confortable, c'est pour eux autres, pas pour les autres à côté. La femme, l'homme, c'est la même chose. C'est jamais pour lui, c'est toujours pour le collectivisme, et évidemment, vous avez une conscience d'intelligence, ce qui fait que vous ne pouvez pas admettre que vous le faites parce que vous voulez plagier, parce que vous voulez être normal, parce que si vous faites ça, l'intelligence va vous rentrer dedans immédiatement, donc vous êtes obligé d'admettre que c'est pour vous autres. Il n'y a pas une personne qui va passer du temps à se mettre de la poudre d'en face, à se mettre du crayon d'en face, à se boucher les pores de la peau, etc., à se mettre du verre, à se mettre, etc., pour elle. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. La jeune fille de 8 ans, elle ne le fait pas. À 10 ans, elle ne le fait pas. Quand elle commence à avoir des seins, elle commence à se rendre compte qu'elle est laide. Parce que là, elle n'est pas comme les femmes qui se maquillent. Et là, elle va commencer à le faire pour elle. Elle ne le fait pas pour elle. Elle le fait pour être dans la norme. Loi d'occupation majeure, 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 majeure. Tu portes du linge parce que ça te vibre, et ce n'est pas parce que c'est une question de mode. Mais la majorité des gens vont vibrer uniquement à ce qui est dans la mode. Et ils vont dire, non, ça donne. C'est pas parce que c'est à la mode. Et quand la mode, elle change, ça donne aux autres aussi qui n'aiment plus ça. Ça fait partie des subtilités. Mais c'est parce que l'être humain passe son temps à se mentir en fonction de la mécanique que j'ai déjà expliquée, qui fait partie du fait que lorsque l'intelligence vient parler à l'être humain, ça oblige l'humain à changer, et que toute la démarche de l'être humain, c'est de se couper du contact avec l'intelligence, et le moindrement que l'humain a un petit peu de contact avec l'intelligence, il est obligé de couper le contact, parce qu'il ne veut rien savoir du contact avec l'intelligence, ça l'améliorerait tellement bien, ça l'amènerait dans son bon chronotype. Alors nécessairement, l'humain doit réfléchir l'intelligence, et la façon de réfléchir l'intelligence, c'est d'admettre l'intelligence. Alors, l'intelligence va te dire, tu dois travailler que pour toi. Alors, tu vas dire, je travaille que pour moi. L'intelligence est réfléchie, elle ne te change plus. Puis en dedans, l'ego jubile, l'ego rit énormément, et l'ego travaille pour les lois de ce chronotype. Et le moindrement, si l'intelligence rentre trop puissamment, là, vous allez devoir changer.
Mais vous allez changer pour vous couper du contact. Puis quand le contact est coupé, alors vous revenez, vous restez, vous stagnez, puis là, vous travaillez encore pour l'ego. Et l'humain peut changer ça, évidemment que l'humain peut changer ça. Par l'écœurement au départ, il faut que l'humain ait ras le bol. Mais présentement, l'écœurement fait partie du malheur, le malheur fait partie du bien-être de l'humain dans ce chronotope. De ce fait, avant que l'humain atteigne l'écœurement de l'écœurement, ça lui prend des vies, des vies, des vies, des vies. Mais le collectivisme, c'est un des points qui est fondamental parmi les mécaniques, les sous-lois de la loi d'occupation. Peur d'être critiqué par quelqu'un d'autre, c'est du collectivisme. Tout votre état, ce que vous êtes, votre solidité, votre valeur, dépend de l'imbécile d'en face qui va vous critiquer. Que l'imbécile soit moi, que l'imbécile soit votre mari, votre femme, vos enfants, vos parents, un professionnel, etc. Au lieu de travailler en fonction de nous autres, dans cette vie-ci, dans ce chronotopsie, travailler en fonction de soi, l'humain assujetti à la loi d'occupation sous loi du collectivisme, travaille régulièrement, et sinon tout le temps, en fonction uniquement des autres. Puis l'être humain qui a suffisamment d'intelligence, il est capable de comprendre que lorsqu'il va travailler, si le patron veut que la femme arrive maquillée, elle va se maquiller un petit peu. Mais là, elle ne dit pas, elle le fait pour moi. Elle dit, je le fais parce que je vais avoir la paix, je le fais pour le boss. Puis ça, moi, je serre la main, je vais saluer. Bon, l'enfant qui traverse un quartier, qui mange une volée chaque fois parce qu'il n'a pas sa petite maudite casquette, s'il me dit, je mets une casquette, pas pour moi, parce que sans ça, je mange une volée. Et là, je salue. Mais l'individu qui vient me faire à quoi, qui la met pour lui parce qu'il aime ça, puis quand la mode change, ben lui, change en même temps, mais c'est pas parce qu'il suit la mode, jamais. Je peux pas saluer. Ce que je peux faire, c'est d'être compétissant. Parce qu'il faut comprendre, et encore une fois, ben, il faut comprendre les mécaniques. La loi de l'occupation, loi du collectivisme, c'est une loi qui fait souffrir l'humain. Parce que quand vous n'êtes pas normal par rapport à une norme, pas par rapport à ce qu'il y a de mieux, pas par rapport à ce qu'il y a d'intelligent, par rapport à une norme. Quand on définit la beauté féminine comme étant ça, plusieurs femmes sont malheureuses. Quand on change quand on change la norme de la beauté, certaines femmes malheureuses deviennent heureuses, celles qui étaient heureuses deviennent malheureuses, puis tous les autres continuent à travailler. Bon, par rapport à une norme. Et par rapport à une norme, c'est bien évident que si vous voulez changer, vous décollectivisez, vous allez souffrir. Parce qu'à l'intérieur de vous, il y a les mécaniques égoïques, les mécaniques astrales de ce chronotope qui vont vous obliger à ne pas être capable de vous aimer tant que vous ne serez pas dans des normes collectives. Donc, je comprends, par exemple, toi, tu dis, ben moi, je me maquille de temps en temps. Il y a quelques hommes qui se maquillent. Bon. Si tu me dis que tu te maquilles parce que tu souffres trop de ne pas être maquillé, je comprends, je salue. Je suis d'accord avec son maquillage. S'il vient me dire qu'il se maquille parce qu'il aime ça se maquiller, non. Ben, moi, tu es imbécile. Parce que moi, je me rase. Pas parce que j'aime ça me raser. J'aimerais bien mieux pas avoir de barbe. T'sais. Hein? Non, mais tiens, entre toi et moi. Toi, tu te mets un petit peu de rouge à cause que t'aimerais bien mieux avoir la peau rouge de bord. OK? Bon, moi, je me rase pas parce que j'aime ça me raser, c'est pas vrai. Je me rase parce que j'ai des explications, je le fais pas pour moi. Si je veux le faire réellement pour moi, je vais m'arranger pour que la barbe pousse plus. Sinon, c'est le rasage que j'aime. Puis l'être humain doit être capable de devenir suffisamment transparent avec lui, suffisamment pur avec lui dans son collectivisme, pour être capable de reconnaître les choses. Puis je comprends la souffrance de celui qui ne peut pas faire autrement que d'être collectif, mais il faut qu'il soit capable d'admettre qu'il le fait parce qu'il se sent mal de ne pas être normal. Puis la norme, c'est aussi une habitude. Les personnes, par exemple, qui avaient une moustache, ben, rasez-vous-la. Mais vous allez voir la problématique. Autant qu'une femme qui se maquillait, qui ne devrait plus se maquiller ou se maquiller moins. Vous allez voir la problématique. Mais quand ça fait 2 ans que vous n'avez plus de moustache, laissez-vous la pousser, vous allez voir la même problématique. Oui. Et ceux qui ont une barbe, même chose. Rasez-vous-la. Problème. Laissez-vous la repousser. Oh, ça pousse bien, bien lentement, on s'adapte. Ça pousse vite, allez voir. Mais par rapport à une norme, cette norme s'appelle l'habitude. Parce que ceux qui ont une barbe, ben, les gens vous connaissent comme ça, les gens vous acceptent comme ça, alors veut pas dans votre inconscient, si vous devez vous raser, c'est pas clair que les gens vont vous accepter encore. Mais dans la loi du collectivisme, là, c'est toujours dans le négatif que ça s'en va. Pourquoi que ça ne pourrait pas aller
là où moi je veux aller, dans l'homochrone où je veux aller, dans l'intelligence. Le collectivisme dans l'intelligence. Ça ne peut pas. Pourquoi? Parce que tant que tu veux être collectif, c'est ton ego qui reste assujetti à des lois. Puis ton ego va suivre la masse. Donc, toi, c'est comme si tu dis, la masse ne pourrait pas évoluer assez vite là, pour que finalement, moi, je le suive là où ça me tente d'aller. Okay. C'est d'en demander en maudit. L'ego est assujetti à la masse et la masse va déterminer les normes. Souvent des normes qui sont inatteignables. Avec quelques personnes. Il y a quelques personnes dans les normes. On prend certaines personnes, hommes ou femmes, qui apparemment ont des corps parfaits. Ou des maquillages parfaits, ou des musculatures parfaites. Mais la majorité de l'humain ne peut pas arriver là. Prends Arnold Schwarzenegger, par exemple. Bon, on va dire que c'est le gars musclé parfait. Mais le petit Vietnamien, là, il a beau se muscler en 6 mois, il ne gagnera pas 2 pieds. Donc, il n'y a rien à faire, il ne pourra jamais être comme Arnold. Et il y en a plein. Les gens peuvent jouer, il y en a qui vont essayer, ils vont muscler. J'ai vu une émission dernièrement, en tout cas, Caméra 80, je ne sais quoi, d'un pauvre bonhomme qui ressemble à Sylvester Stallone et qui prétend que lui, il est meilleur que Sylvester Stallone, puis là, il s'entraîne exactement comme Rocky faisait, comme Rocky 3, Rocky 5, dans la neige avec les billots. Puis il est convaincu que c'est lui qu'on aurait dû prendre à sa place. Puis finalement, le gars, là, il est totalement omnibulé par l'idée d'être Rocky. Il est même certain que Rocky, c'est son histoire à lui qu'on compte là, puis c'est le tabarnouche de Stallone qui prend sa place, alors que, bon, tu sais, bon. Puis là, le gars, il nous fait une petite démonstration de ce qu'il ferait au cinéma, puis là, c'est macho au maximum, c'est totalement stupide. Mais c'est la même chose. Ce gars-là, il a vu Rocky, puis là, il y a beaucoup de monde qui ont dit « tu ressembles à Rocky ». Puis le gars, il s'est dit « écoute, je suis Rocky ». Ben, ça occupe. Mais ça occupe. Il a commencé à faire de la musculature, il a commencé à fendre du bois, il a commandé des cordes de bois, il a commencé à s'entraîner dans la neige, il a commencé à taper sur des bœufs, il a commencé à faire tout ce que Rocky faisait. Puis sa vie, lui, c'est d'être malheureux parce que Hollywood n'a pas été capable de se rendre compte qu'ils se sont trompés en prenant Stallone, que c'était lui qui... Bon. Ça fait partie du collectivisme. Les gens vont dire, moi, j'en suis pas là. Non, je vous parle, ça, c'est très épais, c'est pas subtil. Mais les subtilités font exactement la même chose. Tout le temps perdu. Je rencontre des individus, quand je parle avec eux lorsqu'ils sont seuls, c'est impeccable. Le moindrement qu'ils sont 2-3, c'est plus vivable. Chez les enfants surtout, chez les jeunes, adolescents, descendants, le moindrement qu'ils sont avec un autre, tu as deux imbéciles, et ça occupe en masse. Puis les jeunes travaillent à être imbéciles pour être capables d'être dans le vent, dans la gang, dans le groupe. Sauf que l'enfant A devient imbécile pour être dans la gang, le B, le deuxième de la gang, devient imbécile pour être dans la gang, mais il n'y a personne d'imbécile dans la réalité. C'est ça. Alors, au lieu que les deux se rencontrent et se reconnaissent tels qu'ils sont, puis s'ajustent ensuite, les deux pensent qu'il faut que tu déconnes pour être dans la gang. Tout pour mourir. Pour mourir, pour jamais être ce que tu es. Ça fait partie des lois de l'occupation et ça en est de l'énergie. Ça occupe énormément. Je connais des personnes qui ne sont toujours pas capables de s'empêcher de regarder des films d'horreur. Ou encore des films avec beaucoup de sang. Je connais encore des personnes qui vont dessiner. Mais tout ce qu'ils dessinent, il faut qu'il y ait du sang et des meurtres. Il faut qu'il y ait des éclatements de corps. Oui. Parce qu'il faut rester dans ce maudit chronotope où on va manger de la marde. Puis nécessairement, moi, je glisse, et je vais donc perdre du monde. Je vais perdre des amis aussi. Parce que ces amis-là veulent rester là où on fait la guerre, là où on viole, là où on vole, là où on s'entretue, là où on est malade. Ils vont rester là-dedans, puis moi, lentement, on va couper des contacts. C'est qu'ils ne veulent pas rester là, c'est qu'ils se gardent des portes. Non, ils veulent rester là. Ils veulent même pas aller avec toi? Même pas. Ils veulent aller avec moi, à la condition que de temps en temps, ils puissent regarder un film d'horreur ou un film de con, en disant que non, mais c'est pas ça que je regarde, non, c'est pas si grave que ça. Mais non, je sais que c'est pas si grave que ça. Sauf que si on comprend les lois du continuum, c'est pas une question de grave. Vous aimez regarder un film où on claque la gueule à du monde, vos égos s'en nourrissent, vos égos s'enclavent là-dedans, puis ils restent dans un homochrone comme ça. Moi, j'en regarde plus, puis à un moment donné, je ne pourrai plus être dans un homochrone ou dans la société, il se fait ça. Mais nécessairement, on ne sera plus ensemble. Il n'y a rien à faire. Vous avez, c'est simple. L'humain a le choix entre vivre bien ou vivre mal. L'humain va dire, moi j'aimerais vivre, qui plante totalement l'être humain dans des homochrones et qui fait en sorte que l'humain perd son temps, son énergie, donc sa vie. Et progressivement, l'humain va aussi perdre son futur. En restant à travers en restant assujetti à ces lois-là. Puis assujetti, on parle bien au niveau de la conscience. Tout reste encore collectif.
Mais tu le sais, tu ne défends plus le collectivisme. Tu vas finir par glisser, donc par être moins collectif, moins collectif, plus collectif. Mais l'amusement là-dedans, c'est quand il va être moins, quand il sera plus collectif, il va se rendre compte qu'il est lui et qu'il y a plus de gens comme lui. Est-ce que c'est une des clés, ça, de défendre, de lâcher de défendre le collectivisme pour glisser? Oui. Cesser de banaliser les parties du monde dans lesquelles tu ne veux plus être. Tu regardes le journal ou encore à la télévision, et là on parle encore une fois de l'enlèvement d'une jeune fille, etc., qu'on a retrouvée morte, etc. Ouais. Bon. Et toi tu regardes tout ça. Non, mais écoute, il faut bien se tenir au courant. Pas de problème, pas de problème, pas de problème. Mais ton ego se nourrit de quoi? De ce qu'il voit. Donc, pour continuer à s'en nourrir, ton ego a besoin de rester dans un homochrone où on va kidnapper des enfants. Non, mais c'est pas... Oui, c'est ça. C'est simplement ça. Et c'est banal, c'est ça. Alors que quand on passe des nouvelles que tu peux écouter, tu changes de station. Bon. Quand tu vas louer un film, le film, ou encore tu regardes des vidéos, oui, etc., super écran, puis le film n'est pas un film, ça commence avec une explosion du monde qui revole, on n'écoute pas ça. Alors, la vie va être plate. Mais oui, la vie va être plate. C'est évident. La paix, il n'y a rien de plus plate. Le bonheur, il n'y a rien de plus ennuyant. Mais ça, c'est uniquement parce que vos égos ont besoin de se nourrir de mort, de violence, de sang, de malheur, de suspense. Est-ce qu'ils vont se divorcer ou pas? Est-ce qu'il va mourir ou pas? De suspense. Ah oui, OK, vous vous en nourrissez. C'est pourquoi s'il n'y en a pas, c'est ennuyant. Sauf que progressivement, vous nourrissant d'autres choses, ça ne sera plus ennuyant du tout. Vous allez aimer ces choses-là. Et le gros de l'amusement là-dedans, c'est que plus vous croyez aux extraterrestres, plus on sort des films avec des extraterrestres. Plus vous entendez parler des voyages dans le temps, plus on sort des films avec des voyageurs dans le temps. Plus vous allez entendre parler de ce que vous voudrez, plus il va sortir des livres, des films, etc. Pas parce que la société change, pas parce que par hasard, non, parce que vous glissez de Mocrone, puis vous allez là où il y a plus de gens qui pensent aux extraterrestres. Donc on fait des films, ces extraterrestres, puis les films font fortune. Mais c'est normal, parce que vous êtes dans un homochrone où les gens y croient. Vous allez là où vous êtes prêt à aller. Et si vous voulez être collectif, dans cet homochrone-ci, pensez pas changer d'homochrone. Vous allez changer quand le groupe de l'humanité va changer. Et pas, vous n'allez pas changer vous à votre propre rythme. Vous allez aller dans un monde de paix quand les musulmans vont y aller, quand les chrétiens vont y aller, quand les soviétiques vont y aller, quand les Rwandais vont y aller, quand tout le monde va y aller. Sinon, vous allez devoir être normal, mais vous autres, tout seul, être naturel finalement, puis plus à être assujetti à la loi du collectivisme. Est-ce qu'il y en a d'autres clés? À part de lâcher de défendre la collectivité, là, mais la première chose que l'humain doit faire, c'est de comprendre. Bon, comprendre, ça veut dire avoir un accès aléatoire à son instruction. Ça, c'est une chose encore qui manque. Au fur et à mesure que... Bon, j'ai parlé il y a quelques mois que moi, j'étais en mode de changement radical, et puis, donc, il y a de l'information nouvelle que j'amène, avec nécessairement des mécaniques, des procédures qui sont différentes. La première chose que l'humain devrait faire, c'est d'apprendre à être capable de se supporter lui-même, c'est-à-dire à être capable de s'aimer. Bon. Pour que l'humain soit capable de s'aimer, il y a une étape avant que l'humain devrait faire, c'est que l'humain doit remettre totalement de l'ordre dans toutes ses structures de métacognition. Bon. Une fois que cela est fait, l'humain doit être capable de poursuivre le ménage dans sa métacognition pour être capable de prendre des parties d'informations qui ont été stockées dans un tiroir, ça n'a rien à voir là-dedans, mettre ça dans le bon tiroir, fouiller dans toutes ces structures aussi, prendre encore un concept qui est là, le mettre là-dedans, prendre des morceaux du concept qui n'ont rien à voir avec ça non plus, puis aller remettre ça à côté, puis quitte à se faire un tiroir, débarras pour l'instant, puis mettre des choses, ça va où, je ne sais plus où ça va, ça là, on met ça là. Et une fois que ça est fait, l'humain va avoir une pensée, elle va avoir une structure beaucoup plus claire. Quand la structure est claire, l'humain va nécessairement comprendre, parce qu'il aura fait le travail, et comprendre, ça veut dire lui donner un accès aléatoire à sa mémoire, donc à son information. Alors, je dessine ici. Ça veut dire que l'humain a un immense schéma qui va s'appeler cosmogonie. À l'intérieur, il y a un schéma qui s'appelle Dieu. À l'intérieur du schéma Dieu, il y a les schémas miracles, il y a les schémas Jésus, il y a les schémas d'autres dieux, il y a les schémas enfer. Bon. L'humain a un schéma ici qui s'appelle homme, femme. Dans le schéma homme, il y a homme, femme, il y a enfant,
Il y a homo, il y a lesbienne, il y a épais, il y a parent, il y en a plein. L'humain a des schémas qui peuvent être maison. Dans son schéma maison, il va avoir table, cuillère, fourchette, lit, chicane, plein de choses. Bon. À un moment donné, l'humain apprend qu'être humain est manipulé. L'humain est manipulé, ce qui fait que l'humain va prendre des concepts manipulés, puis là, il va essayer de le placer dans le schéma homme, avec un petit bout dans le schéma Dieu, que c'est Dieu qui manipule l'homme, puis avec un petit bout ici, ça crée des chicanes dans la maison. Sauf que c'est pas ça. C'est pas ça. Il n'y a rien à voir avec Dieu, il n'y a rien. Bon, Dieu doit rentrer dans un schéma égrégore. Bon, OK, l'humain a créé un nouveau schéma, il place Dieu dans l'égrégore. Maintenant, dans l'égrégore ici, est-ce que Jésus, feu de Nazarien, est totalement là-dedans? Est-ce que, etc., c'est bon, il ne sait plus. Puis il y en a ici pour plusieurs, pour qui, dans l'égrégore, il y a un schéma égrégore qui est résiduel, qui traîne là. Et ça fait que lorsque on vous demande, qu'est-ce que c'est un égrégore? Un égrégore, c'est une mécanique qui contient beaucoup d'égrégores avec... non, c'est pas ça. Bon, comme plusieurs, à un moment donné, il y a les schémas, le Dieu, c'est le cosmos c'est Dieu. Dans le schéma Dieu, il y a cosmos, dans le schéma cosmos, il y a Dieu. C'est quoi Dieu? Ah, Dieu, c'est le cosmos. C'est quoi le cosmos? Alors, on descend le schéma cosmos. Cosmos, c'est Dieu. Ah, c'est quoi Dieu? Moi, dans le schéma Dieu, Dieu, c'est le cosmos. La personne est bien heureuse, il n'y a aucun problème, c'est parfait. Sauf qu'au niveau de sa vie, comment cela peut-il être utilisé? Ça ne peut pas être utilisé. Le ménage qui doit être fait à travers tout ce que les gens ont appris, c'est pas de renier, c'est de faire un ménage. Le ménage au départ, c'est d'apprendre comment vous structurez ou comment vous devriez structurer votre métacognition. Donc, vos mémoires, comment on devrait schématiser, placer les choses, ça s'enseigne, ça s'apprend. Une fois que c'est fait, bien là, on va aller revoir chacun des éléments qui peuvent être utiles à l'être humain pour que l'être humain s'en sorte. Mais chaque fois qu'on va voir un des éléments, on va l'étudier de façon à ce qu'il soit imbriqué dans les bons schémas, dans la nouvelle structure métacognitive de la personne. Et quand elle va le replacer là, la personne va nous dire, elle pose des questions. Cette façon de faire, c'est une question qui fonctionne, c'est une façon qui fonctionne avec des questions. Par exemple, où l'animateur pose des questions, mais où les gens devront poser des questions. Ça, il y a des façons d'arriver à engendrer une mécanique. Si je comprends bien, puis la meilleure façon d'assurer une métacognition, c'est simple. Un égrégore, c'est quelque chose qui fait partie du monde astral, et un égrégore, c'est quelque chose qui contient des formes. Bon. Dans tes mots, explique-moi c'est quoi un égrégore. Un égrégore, pour moi, c'est... Dans tes mots. Oui, c'est une quantité de pensée. Voyez-vous, là, je peux, moi, en tant qu'animateur ou formateur, me rendre compte que tu es allé fouiller dans des schémas qui ne sont pas corrects. Parce qu'un égrégore, c'est une quantité de pensée. Oui. Et moi, si je te demande, qu'est-ce que la pensée? La pensée, c'est ce qui omnibule l'homme. Encore des schémas qui sont mal adaptés. C'est vrai que la pensée omnibule l'homme. La pensée, ce n'est pas que ça. Ben, c'est ce qui La pense, pensée, est-ce qu'un égrégore peut manipuler une pensée? Non. Est-ce qu'une pensée, un égrégore ne peut pas manipuler une pensée? Oui. Donc, Oui. l'égrégore n'est pas une quantité de pensée. La pensée n'est pas inclue dedans. Parce que l'égrégore du Parti québécois peut venir manipuler ta pensée. Oui. Donc, voyez, alors, le gros de l'affaire là-dedans, c'est que, bon, en posant des questions, comme là j'en pose, puis après ça, je te demande de me dire dans tes mots ce que tu as vu, bien nécessairement, en parlant, tu es obligé de fouiller, et maintenant, tu vas comparer avec les nouvelles structures. C'est pourquoi tu dis, ben non, oui. Bon, tu es en train de comparer, et jusqu'au moment donné où tu es capable de le dire clairement, tu vas avoir extirpé tous les mauvais éléments des mauvais schémas, ils vont être placés dans des barras, où ils vont prendre leur vraie place là où ils auraient dû aller si au départ vous n'aviez pas été amétaconicien, c'est-à-dire si au départ votre métacognition n'aurait pas arrêté vers l'âge de 3-4 ans. Si vous seriez encore métaconicien, ça serait déjà toutes les informations nouvelles sont dans les bons tiroirs. Et la nuance que ça va donner, une fois que cette mécanique ici est accomplie, la nuance que ça donne que vous avez des schémas qui maintenant vont contenir les choses avec des schémas qui contiennent des schémas bien placés. D'autres schémas ici, un schéma général. Et la différence maintenant que tu as métacognitivement parlant replacé tes éléments dans les schémas et recréé les schémas manquants,
tu as un accès aléatoire, donc un accès à volonté au schéma que tu as besoin. La différence que ça va donner que tu apprends de l'information 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est une suite d'informations. Par exemple, il y a telle loi qui engendre tel effet, qui amène telle cause, qui engendre tel effet et tel effet. La vie, vous vivez, vous rencontrez un événement particulier, il se passe quelque chose chez vous dans la mécanique astrale ou n'importe quoi. Maintenant, vous allez faire face comment? Comment, par exemple, on essaie de vous collectiviser? Comment allez-vous vous rendre compte rapidement que vous êtes collectivisé? Si, pour vous en rendre compte, vous devez... C'est ici qu'est le collectivisme. Alors, il se passe quelque chose, vous avez accès linéairement à vos informations. Alors, il y a la loi qui fait que ci, que ça, vous êtes collectif depuis longtemps, vous n'en avez jamais rendu compte. Si vous avez un accès aléatoire, vous allez devenir ce qu'on appelle un expert. L'expert, comparé au néophyte, a un accès aléatoire à son information, alors que celui qui n'est pas un expert, même s'il a 20 ans d'expérience, a un accès linéaire à son information. En étant un expert, du moment qu'on commence à vous collectiviser, le peu d'éléments que vous allez ramasser va vous amener immédiatement à faire référence à l'information qu'il vous faut pour être capable d'agir avec la vie. Et c'est ce qui fait la grande différence entre moi et la majorité des humains. Au niveau des informations concernant l'humain, l'homme, avec les lois du cosmos, enfin les lois de l'illusion, du mensonge cosmique, de ce chronotope. On parle de clés. Bien, la première chose à faire, évidemment, c'est d'en arriver à être capable de replacer ces structures cognitives de façon à avoir les bons éléments en bonne place. Ensuite, être capable de comprendre. Mais le fait d'avoir à replacer les éléments vous oblige à de la compréhension. Mais vous obliger de la compréhension, ça va demander des choses. Vous obliger à la compréhension, ça veut dire faire un ménage. Faire un ménage, je l'ai dit tout à l'heure, ça veut dire extirper des éléments d'un schéma, un élément qui ne va pas là. Ça veut dire ôter de la mémoire dans ce schéma-là. Bien, vous allez nécessairement souffrir un peu. Mais c'est ça, l'ego résiste pendant tout ce temps-là. Justement, il va y avoir une résistance. Puis une grande résistance, la grande résistance apparaît surtout dans le fait que vous n'avez pas de structure métacognitive. Ça veut dire que pour plusieurs, au début seulement, et que ça crée un cassage de tête. Et là, ça réfléchit. Là, ça essaye de comprendre. Ça a beau vouloir suivre, ça ne peut pas suivre. C'est normal parce que toute votre structure est linéaire. Si je vous dis de m'expliquer, par exemple, rapidement, tout à l'heure, on parlait d'un égrégore, j'ai expliqué c'est quoi un égrégore. Il a pris les éléments que j'ai donnés et il les a placés en mode linéaire et il les a placés dans sa mémoire à court terme. Ça n'a même pas été placé dans un schéma. Et là, je te demande de m'expliquer c'est quoi un égrégore. Tu laisses faire la mémoire à court terme. Tu rentres dans un schéma dans lequel il y a égrégore. Peut-être que dans le cas de Jacques, il y a peut-être 822 schémas qui contiennent le mot égrégore. Alors, il y en a ramassé un. Et là, il est obligé d'essayer de me le faire linéairement, en sachant qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Alors, il essaye de sauter des éléments d'information, mais ce n'est pas un accès aléatoire en mode expert, c'est un accès en mode stressé. C'est un stress aigu, ce n'est pas un stress chronique. Alors, il ramasse des mots. Un égrégore, c'est une quantité de pensée. Probablement parce que le temps est une quantité de matière, la matière une quantité de temps. Le mot quantité a peut-être été ramassé dans ce schéma-là. Okay? On peut étudier de quelle façon vous procédez. Et quand on étudie, quand vous allez comprendre la façon dont vous procédez, là, vous allez voir que le stress cérébral, toute la grosse tête enflée, elle disparaît progressivement parce que vous allez réétablir des façons de travailler qui, elles, sont efficaces. Et là, ça passe tout seul. Puis c'est pas long que vous allez aimer faire de la métacognition. Vous allez devenir autodidacte. Autodidacte sur vous. Alors qu'actuellement, l'humain ne peut pas. Pourquoi? Parce que l'humain est totalement pris par sa pensée. Et sa pensée est totalement désorganisée. Sa pensée est totalement aléatoire. Les choses se sont placées à la va comme je te pousse. C'est la faute à personne, mais les parents, les enseignants, les enseignantes, la société n'a pas su instruire en plaçant les choses.
La loi du collectivisme, qui est donc la sous-loi du collectivisme, qui est une sous-loi de la loi de l'occupation, c'est l'une des grandes lois de perte d'énergie qui fait en sorte que les gens ne peuvent pas glisser de Mocron rapidement, que les gens ne peuvent pas changer. C'est ce qui tient tout le monde dans le chronotope. Oui. Si on lâche de défendre ça, là, on glisse automatiquement. En cessant de vouloir être collectif, il se passe plein d'autres choses parce qu'il y a beaucoup de sous-lois de la sous-loi du collectif, du collectivisme qui tombent. Bon, premièrement, si vous acceptez d'être naturel, si vous parvenez à être vous-même, vous vous sentirez plus inférieur. Si vous vous sentez inférieur, c'est que vous êtes naturel, peut-être, mais vous n'avez pas encore accepté de l'être. Ça se fait. Vous devez comprendre aussi que la grande partie de vos manipulations provient uniquement de la structure de vos schémas, de votre métacognition. Chaque fois que vous vous regardez, vous allez fouiller dans des schémas de normalité. Si ces schémas-là sont bien étiquetés, ou si ces schémas-là sont éliminés, ou si ces schémas-là de normalité sont placés dans le schéma majeur qui est illusion, qui est dans le schéma pas nécessaire, ça ne vous dérangera plus. Mais c'est important de comprendre ce que je vous dis là. Uniquement parce que quand vous fouillez chez vous, vous avez une structure très aléatoire et très mal structurée par l'astral, pas par l'intelligence, ben nécessairement, chaque fois que vous faites référence à des choses à l'intérieur de vous, vous faites arnaquer, vous vous faites ramasser, vous vous faites avoir. Et c'est mal organisé. Et il y a moyen de mettre de l'ordre. Et l'ordre se place par la compréhension. Mais la compréhension demande un effort métacognitif. L'effort métacognitif, ça veut dire se creuser les méninges un petit peu. Ça veut dire faire un travail cérébral. Et pour la majorité des gens qui ont perdu cette habilité à être métacognitien, métacognition veut dire apprendre à apprendre, pour les gens qui ont perdu cette habilité à être métacognitien, le travail cérébral, ça les dérange. Même chose que ça fait longtemps que vous n'avez pas fait de sport. Quand vous commencez à faire un peu de sport pour vous mettre en forme, bien, la majorité se disent « Je suis pas assez en forme pour faire du sport. » Mais c'est la même chose. Tu commences, il faut que tu apprennes une petite chose, là, puis tu la comprennes. Mais là, on va... moi, je le fais avec certaines personnes, et il y a des ateliers qui vont vous être offerts pour vous permettre d'en arriver là. Mais au départ, moi, je suis avec une personne, et là, je lui explique, puis là, je lui demande de me l'expliquer. Là, il me l'explique avec sa mémoire à court terme, avec mes mots. Et là, je lui pose la question d'une autre façon. Puis là, elle est faite. Et là, elle m'explique. Là, je lui dis non, c'est pas ça. Là, on recommence. Puis la personne devient stressée parce que là, elle est avec un animateur, avec moi entre autres. Elle devient stressée parce que là, elle se dit, ben là, je vais passer pour un mot du niaiseux. Et moi, je lui dis, non, tu sais, tu es correct. Ta façon est effectivement mauditement niaiseuse. Bon. Là, on la stresse. Puis là, elle travaille. Puis là, elle essaye encore. Puis là, elle dit, oui, mais là, la façon dont tu y vas, le plus ça va, moi, je comprends. Et c'est faux. C'est parce que tu tiens tellement à ta façon que tu ne peux plus comprendre. Parce que ce que je t'amène, n'entre pas dans ta façon. Fait que tu as beau travailler comme tu veux, puis te stresser, forcer d'y aller, tu peux pas. Et à un moment donné, ben là, subitement, la personne, quand elle est à bout de ça, là, on lui présente d'autres éléments. Puis là, je lui pose des questions maintenant plus simples. Des questions vraiment, là, aussi niaiseuses que si je vous posais 1 plus 1 égale quoi? La personne, elle dit, ben, un petit peu, ça fait 4. L'exemple, là. Je prends des, c'est l'exemple. Bon. Là, à un moment donné, je lui dis, non, ça fait pas 4. 4 moins 1, ça fait quoi? Et 4 moins 1, ça fait 3. Fait que 1 plus 1, ça fait pas 4. 1 plus 1, ça fait quoi? Oh, 7. Ça fait, là. Non, 7 moins 1, ça fait 6. Ça fait pas 1. Donc, 1 plus 1, ça fait quoi? Ouais, mais là, tu sais, tu m'énerves, là. C'est ça qu'il faut. Puis quand on a fini, oui, parce qu'il faut absolument que l'ego cesse de se servir de ces bâtards de structure. Puis à un moment donné, je lui dis, ici, c'est quoi qui est écrit là? Ben, ça, c'est un chiffre. Non, c'est bon. C'est quel chiffre? Ben, c'est le chiffre 1. Puis l'autre en dessous, c'est la même chose. Non, c'est quel chiffre? Ben, c'est le chiffre 1 aussi. C'est pas le chiffre 1 aussi. Ben, c'est le chiffre 1. Bon. Ça, c'est quoi? 1. Ça, c'est quoi? 1. Là, on commence à faire de la métacognition. Puis le petit signe qui est ici, c'est quoi?
Ça, c'est une addition. Parfait, on va additionner quoi? Mettez deux bouts du chiffre, on recommence. Ça, c'est quel chiffre? Oui, la personne glisse. Là, je vous donne un exemple, il ne faut pas ça qu'il y ait 1 plus 1. Mais c'est la façon. Quand la personne est capable de dire, ben 1, c'est 1 plus 1. On additionne quoi? On additionne 1 plus 1. Bon! Là, on est en dehors de sa foutue structure. Et là, là, il va bien doucement. 1 plus 1, ça fait quoi? La personne, disons qu'elle donne 2. J'ai dit, parfait, c'est bon, c'est bon. Là, il va maintenant ici. 0 plus 2, ça fait quoi? Là, 4. On est revenu avec sa première structure. Là, on recommence. Ça, c'est quel chiffre ici? Bien, après 4-5 fois, on lui donne n'importe quelle addition, puis elle les a toutes. Et elle ne travaille plus, là. Ça devient facile. C'est la même chose, sauf que c'est évident qu'au départ, l'individu, l'ego, essaie à tout prix d'utiliser sa structure de métacognition pour être capable de fonctionner. Et ce qu'il faut qu'on fasse pour que vous soyez capable de redevenir métacognicien, c'est de ne plus utiliser les vieilles structures qui sont inadéquates de façon à pouvoir en créer des beaucoup plus performantes. De 0 à 3 ans, en majorité, vous avez créé vos structures métacognitives. Vous n'aviez aucune expérience. Aujourd'hui, si vous recommencez à vous refaire des structures métacognitives avec l'expérience et les connaissances que vous avez, vous allez devenir, en tout cas, il ne faut pas dire le mot, là, mais génial, disons. Oui, c'est ça, parce qu'on a accès quand même à ça. C'est pas mort. Non, mais il faut que tu réapprennes, mais ça s'apprend. L'enfant, quand il vient au monde, il n'est pas métacognicien. Ben non, il sait rien. Mais vu qu'il ne sait rien, il stocke de l'information. Mais il va la stocker en fonction de l'éducateur, du parent. Le parent qui lui répond n'importe quoi, c'est quoi ça? Ah, ça, là, c'est pas touche. Pas de problème, c'est pas touche. Ça. Ah, c'est quoi ça? Ah, c'est caca, ça. Ah, touche pas ça, c'est caca. Pas de problème. Il y a une droit de faire caca, mon ami. Pas de problème là-dedans. Bon. Et l'autre parent qui va lui dire, ça, c'est un verre, c'est plein d'eau, mais je veux pas que tu y touches parce que c'est dangereux, ça peut casser, ça peut te mouiller. OK, verre plein d'eau, danger, bon, etc. À un moment donné, ça c'est encore, l'enfant voit, il voit un chien, le chien est attaché, le chien sort les crocs, l'enfant veut s'approcher, l'enfant a toujours, 7 mois, 8 mois, 1 an. Le parent qui lui dit, non, ça c'est dangereux, ça ici, là, le chien n'approche pas du chien. Le chien est placé avec le verre. Bon. Mais c'est quand même déjà mieux. Mais le parent peut nuancer plein de choses, puis en nuançant plein de choses, l'enfant tombe schéma. Cet enfant-là va être motaditement plus brillant que ses collègues de classe quand il va à l'école. Pourtant, tous les enfants qui sont là sont probablement aussi brillants. Mais ils n'ont pas la capacité de l'être. Parce que l'intelligence est intelligente. Mais ça s'exprime comment chez vous? Ça s'exprime par les mécaniques, à travers la loi de l'expression de la nature humaine, et par la suite à travers des sous-lois, dont l'une des sous-lois fait partie de votre métacognition, donc comment vous êtes devenu métaconicien, comment vous avez créé vos structures. À un moment donné, on prend n'importe quel individu qui est toujours mélangé. Les gens sont mélangés. Pourquoi les gens sont mélangés? Les formations sont mélangées. Et leur structure d'accès, ce qui permet de créer des passerelles entre différents schémas pour être capable d'utiliser, c'est tout mélangé. En plus que la loi du collectivisme, ça les mélange. Bien, la loi du collectivisme va faire Parce en que sorte ça que les change gens tout le vont temps. essayer de penser cool comme les autres. Ben oui. Mais surtout, c'est pas nécessaire tellement. Parce Parler que de comme- 0 à 3 ans, on leur a montré à penser comme tout le monde. On leur a montré à être raciste, à être sexiste, à être ceci, à être cela, à être frustré, à être... on leur a montré plein de choses et l'enfant a appris. Pour que l'être humain puisse arriver à bouger convenablement, s'en sortir plus facilement, c'est évident qu'il doit refaire totalement ses structures métacognitives. Mais puis la façon de refaire ces structures métacognitives, c'est nécessairement de faire de l'ordre. De l'ordre dans ces schémas. C'est essentiel. Dernièrement, je regardais plusieurs structures qui existent sur la planète, ainsi que des structures que j'ai amenées antérieurement, pour découvrir que si on veut glisser de Mokron, donc si on veut finalement s'en sortir, il y a des éléments clés de base qui manquent avant, un peu pendant, puis après ça, il y a tout le neuf qui peut être amené. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'être humain doit être capable de faire du ménage. Les éléments clés de base, c'est ça, c'est
D'être ouvert à la métacognition. Ben, c'est de redevenir métaconicien, c'est absolument évident. C'est un des axiomes du PMC. L'homme doit apprendre qu'il peut apprendre. L'homme doit apprendre comment apprendre. Et finalement, ben, l'homme de son seul maître, l'homme ne peut contrôler que ce qu'il connaît parfaitement. Bon, mais donc, au départ, il faut que ça fonctionne, les choses. Si on regarde les... Bon, il y a un calendrier qui est sorti dernièrement, il y a des nouvelles structures à l'intérieur, il y a des ateliers qui sont offerts, en l'occurrence, Introduction à la cosmogonie de la réalité. C'est 25 $, c'est une vraie farce, une pinotte. Bon, pourquoi à ces prix-là, c'est sûr, c'est d'introduction, il y aura le cours Cosmogonie de la réalité par la suite, mais pour l'instant, l'introduction sert à quoi? Elle sert simplement à faire un petit ménage d'urgence dans la cognition des individus pour que la personne puisse voir, OK, bien, il y a ça, il y a ça, puis il y a ça. Il y a seulement 3 points majeurs. Qu'est-ce que c'est un peu ce qui t'entoure? Où est-ce que tu te retrouves là-dedans? Puis qu'est-ce que tu peux faire pour t'en sortir? 3 points. Parce que sans ça, la personne, elle mélange. Elle va dire, pour m'en sortir, il faudrait que je contrôle ça. Non, ça, c'est la merde dans laquelle tu es. Tu n'as pas à contrôler ça. Il faut s'en sortir. OK, oui, il faut s'en sortir d'autre chose. Après ça, bon, ça ici, c'est le chronotope. Qu'est-ce que c'est, la constitution du chronotope? Ah, OK, mais il y a l'astral qui, lui, nous manipule. Non, la manipulation, c'est dans le schéma 2. L'astral est dans le 1. La manipulation est dans le schéma 2. Mais quand ça devient clair, on peut parler de l'astral sans que les gens, sans que dans les différents schémas de tout le monde, bon, on est dans un contexte astralisé. Là, en dedans, inconsciemment et consciemment, dans certains cas, ça dit « Ouais, on le sait, ça. » Là, ils viennent de mélanger 2 mécaniques. Bon. Alors, il y a toute une panoplie de choses. Premier ménage. Dernièrement, il y a des gens qui ont fait discerner l'ego par l'équitation. Ils ont appris énormément, mais c'est un autre point de base, être capable au minimum de savoir qui on est, qui on n'est pas, puis de voir que ce qu'on n'est pas mène sa vie. Et ce sont des points de base. L'individu doit apprendre ensuite à être capable de goûter à un glissement homochronique. Quand on parle des journées vivifiantes, c'est un peu ça finalement, c'est dans une journée, d'aller glisser un peu, pour être différent. Bon, tu reviens après, c'est évident, parce que ce sont des outils pour créer de la métacognition, pour permettre aux gens d'acquérir de nouveaux schémas. Et nécessairement, au fur et à mesure des semaines, on va rajouter des ateliers avec des priorités, des ordres, etc., qui vont faire en sorte que les personnes vont pouvoir traverser une restructuration métacognitive en fonction, évidemment, de leurs besoins. Parce que tous les ateliers ne s'adresseront pas à tout le monde. Les ateliers de base, c'est évident, les gens ne sont pas métaconiciens. Bon, bien, à un moment donné, il faut que la personne soit capable de... De toute façon, il va y avoir des évaluations cognitives. Je t'évalue, je te pose des questions, tu réponds correctement. Écoute, ça, tu n'as pas besoin, c'est clair. Bon, mais là où tu réponds en bafouillant, etc., les conférences ne peuvent pas te mettre de l'ordre dans ta métacognition. Les conférences que je donne ne peuvent pas mettre de l'ordre. Ça apporte trop d'informations, oui, puis on essaie de... oui, une fois que tu vas être clair au niveau métacognitif, là, les conférences vont être un maudit support. C'est absolument très génial. Sauf qu'actuellement, c'est pas mauvais. Énergétiquement, c'est très bon. Mais en plus de l'énergie, il y a de l'information pour l'ego. Il y a de l'information métacognitive. Mais elle est placée où? Elle est placée n'importe où. Oui, c'est ça. Et elle est décortiquée à mesure qu'elle la rentre. Elle est décortiquée, puis placée un peu partout, c'est ça. Oui. Quand une personne va dire, Daniel, il me semble que tu as déjà dit l'inverse une autre fois. Ben moi, s'il m'explique, je me rends toujours compte que je n'ai jamais dit l'inverse. Que je me suis jamais contredit. J'ai dit ça là, ça va là, etc. Là, maintenant, on est ici, ça va ici, c'est bien différent. Il n'y a pas de contradiction. La personne, elle a placé ça là-dedans. Parce qu'on va dire, par exemple, il faut être petit. Donc, j'ai dit ça. Mais dans un contexte. Un jour, je dis, il faut être grand. Elle apprend grand, il faut être grand. Donc, après ça, qu'il faut être petit, ça vient de se contredire. Donc, c'est 2 contextes différents. C'est un exemple banal, mais c'est la même chose pour différentes mécaniques où tu as 2 schémas différents. Ah, ben, c'est ça. Là, on fait une pause schématique. Alors, pour débuter la deuxième partie, tantôt, tu as parlé d'accepter d'être normal. Être normal, là, c'est être contre le collectivisme, si on s'entend sur les mots. Être naturel, c'est ça. Accepter d'être naturel, comment qu'on fait ça? On relaxe. On cesse de se battre contre des moulins. C'est bien simple. Oui, c'est simple. Pour Vouloir être normal, ça c'est compliqué en maudit. Les gens, évidemment, ils aiment la guerre, donc nécessairement, ils vont se battre contre les moulins à vent. Mais
très simple. C'est juste de relaxer? Ben, c'est de vivre sérieusement et de cesser de se prendre au sérieux. C'est très simple, c'est vraiment simple. Puis, pour aider, il faut que la personne puisse bien discerner entre elle et ce qu'elle n'est pas. Et ce qu'elle n'est pas, il y a l'ego évidemment là-dedans, mais ce que vous n'êtes pas ce que vous exprimez. Parce que ce qui est exprimé est restreint par les lois de l'expression de la nature humaine dans le chronotype actuel. Ce qui fait que, par exemple, une personne va exprimer un défaut. Et lorsqu'on va parler de son défaut, bien là, elle peut se sentir attaquée. Automatiquement défendre le collectivisme. Ben oui. Puis elle. Mais en plus, on ne l'attaque pas, bordel. Elle a un défaut. Ouais. On parle du défaut. On n'y en invente pas un, on parle du défaut. Si la personne est capable de bien discerner entre elle et son ego, par exemple, bien, quand on va parler d'un défaut ou d'une problématique ou d'une faiblesse ou d'une connerie de l'ego, donc de ce qui sert à exprimer ce qu'elle est, elle va être capable de travailler avec nous autres pour changer ça. Pour changer son défaut. Si la personne ne le sait pas, ou la personne résiste ou lutte, donc collectivement, elle a besoin d'être... si moi je vois un défaut chez toi, par exemple, et que tu es assujetti à la loi du collectivisme, tu vas essayer... Tu ne peux t'aimer qu'en fonction du fait que je t'aime. Si je vois un défaut, donc, tu as l'impression que tu baisses dans mon estime. Donc, tu baisses dans ton estime. Pour ne pas baisser dans ton estime, il ne faut pas que tu baisses dans mon estime. Donc, tu vas défendre et t'obstiner sur le fait que tu n'as pas ce défaut-là. Alors que là, ça en fait deux. C'est compliqué. Ben oui, alors que si je dis, écoute, Jacques, quand tu communiques, là, tu communiques mal. Ah bon? Ben, explique-moi ça. Ben, c'est simple. À chaque fois que tu dis 8 mots, il en manque 8 autres. Tu y vas en télégraphie. Ah, ben, je m'en rends pas compte. Mais la prochaine fois que tu vas le faire, je te le dis. Oui, parfait. Ben, là, on se met à parler, puis quand ça arrive, regarde, tu viens juste de le faire encore. Tu as dit ça. Ah, ben, j'ai pas vu. Pas grave, ça va venir. Ben, tu t'obstines pas contre, mais le gars, il baisse pas dans mon estime. Le gars, il monte dans mon estime. Alors que si tu veux être normal, donc collectif, tu ne peux t'estimer qu'en fonction du reflet extérieur. Ben, si je vois que tu as un défaut, tu as l'impression que tu es un défaut. Alors, tu vas résister. C'est banal de s'accepter, d'être naturel, et ça n'empêche pas qu'une fois que je suis naturel, que je vais m'ajuster à l'ensemble des habitants du chronotype. Mais l'ajustement à l'ensemble des habitants du chronotype, pour moi, c'est pas me rabaisser, c'est m'ajuster. C'est pas me puténer, c'est m'ajuster. C'est pas me transformer, c'est m'ajuster. Mais je ne le fais pas pour moi. Je ne dois pas aller dire que je parle télégraphiquement parce que j'aime mieux ça. Hein? Ou de temps en temps, je suis en colère parce que j'aime ça. Ou de temps en temps, ben, je bois du poison, là, du coke ou des choses comme ça, parce que je trouve que de temps en temps, on doit se payer le luxe de maison. Moi, si j'en bois de temps en temps, c'est parce que mon hostie d'ego, il y a une rechute majeure. Puis là, il est tellement en train de gruger de l'énergie qu'un petit verre de coke, ça le place. Bon, mais je sais très bien, par contre, que ça ne fait pas partie de mon futur. Autrement dit, je veux pas dans pas grand temps, bien, comme là, j'en bois plus, mais tu sais, je me disais, veux pas dans pas grand temps, j'en boirai plus. Il va falloir que monsieur l'ego s'adapte. Mais en attendant, quand il fait une crise majeure assez forte, que ça prend plus d'énergie de lutter contre ce que l'ego fait que de lutter contre les effets du coke, je préfère boire un verre de coke. Puis aujourd'hui, ben, c'est fini. Bon, peut-être jusqu'à la prochaine fois, peut-être à jamais. Je m'en fous. Une chose est certaine, c'est que je ne m'associe pas, et donc, je ne m'associe pas à la problématique, donc je ne me défends pas en défendant la problématique. J'attaque la problématique. Il y a des gens qui me disaient à un moment donné, quand tu fais ça, toi, il me semblait que c'était pas intelligent. C'est pas intelligent non plus. C'est pas parce que je le fais que c'est intelligent. C'est pas plus intelligent. Alors que pour la majorité des gens, s'ils font une chose, c'est intelligent. Moi, non. Moi, je peux faire des choses qui sont pas intelligentes. Puis je le sais. Pourquoi je le fais? Parce qu'on reste manipulé. Parce qu'il y a des contraintes au niveau des lois du chronotype. Mais si tu veux qu'on en parle, on va parler intelligent tous les deux. On va parler qu'effectivement, c'est stupide. Bon, quelqu'un qui fume peut très bien dire, moi, je fume, puis oui, c'est stupide en maudit. Bon, mais il n'y a pas de problème là. Il ne faut pas qu'il se culpabilise non plus. Pas s'il est correct. Et sans ça, il va dire, non, un instant, c'est parce que j'ai encore besoin de fumer, c'est parce que faut qu'il se défende. D'ailleurs, c'est l'une des problématiques au niveau des lois de l'occupation, par exemple, ou des lois de la recherche du malheur plutôt. C'est dans la communication. L'humain est assujetti
à des restrictions au niveau de la communication. J'en ai parlé un peu vendredi dans la conférence. On en a déjà parlé à travers ici une conférence privée où je disais que l'humain était toujours dans une communication basée sur le fait de dominer. Communication basée sur le pouvoir, c'est partie des choses. Lorsque l'être humain, et souvent je parle avec des gens qui sont bien corrects, et le moindrement que je leur parle, ils se défendent. Régulièrement, il faut que je leur dise, écoute, défends-toi pas, je t'attaque pas. Bon, par exemple, tu t'occupes de la salle, moi je rentre et la salle est correcte. Et là, moi je veux dire, faudrait qu'à chaque fois que la salle soit pas plus éclairée que ça. Ah ben ça j'ai fait, là quand je suis rentré, j'ai arrangé les lumières. Mais non, je te dis qu'il faudrait qu'à l'avenir que la salle soit comme ça. J'ai pas dit que tu as mal fait. Mais immédiatement, on prend le niveau sonore, j'écouterai une cassette, puis là je vais aller dire au technicien qui enregistre, toi, il faudrait que ça soit toujours comme ça. Ah oui, mais c'est parce que c'est pas de ma faute quand les autres fois c'est pas de même, c'est à cause que j'ai pas attaqué personne. Moi, je marche toujours avec le présent versus le futur. Tu sais? Alors, je rentre dans la chambre de mon enfant, puis je vais lui dire, ah, vois-tu, la chambre est encore en désordre, ça serait préférable qu'elle soit toujours plus propre. Là, je lui explique quoi, puis j'explique pourquoi. À un moment donné, je peux rentrer en disant, gars, vois-tu, ça serait pas mal bien si elle était toujours comme ça. Ah oui, mais il y a des fois, j'ai pas le temps. Il se défend. Est-ce que tu es d'accord avec moi que ça serait bien si la cassette est toujours bien enregistrée? Oui, c'est de ça que je parle. Je ne parle que de ça. En plus, il ne se défend pas, il défend la mécanique qui le manipule. Ben, il se défend lui parce que lui, il s'identifie totalement à la problématique. Ben oui, parce qu'on n'a pas de libre arbitre. Fait que, on se défend pas. Là. Bon. Alors moi, je pose des questions aux gens. Êtes-vous d'accord que ce serait parfait si toujours vous étiez en santé? Êtes-vous d'accord? Ben oui. Oui, oui. Mais si je parle avec un individu, il va me dire oui, mais écoute, c'est pas si facile que ça à faire. Il se défend. Bon, ça fait partie des lois de la recherche du malheur. Parce que quand vous vous défendez, c'est parce que vous êtes attaqué. Dans l'attaque, il n'y a pas de bonheur. Et dans la communication, c'est compliqué parce que là, l'autre, c'est pas long qu'on lance l'autre dans une mécanique où il va, par exemple, une personne inconsciente. Ah oui, mais je comprends, mais c'est pas si facile que ça. Il y a des fois qu'il y a juste la mauvaise nourriture. L'autre, il venait de dire que ça serait bien si on pouvait toujours être en santé. Parce qu'on vient de dire ça, l'autre va dire, ah oui, tu as de la mauvaise nourriture, mais ça, on a un qui a trié. Là, il vient d'embarquer dans l'attaque. Il attaquait pas. Tu t'es défendu, il embarque dans l'attaque. Ah oui, mais trier, c'est facile à dire, ça, là, mais ça dépend au travail. Moi, j'ai pas le choix. Ah, mais quelqu'un qui veut peut faire des efforts. Et là, on est dans l'attaque-défense, mais au départ, il n'y en avait pas. Ça fait partie des lois, ça, de la recherche du malheur versus la loi de la communication. Ce sont toutes des mécaniques que l'humain doit apprendre, mais apprendre avec les bons schémas cognitifs pour apprendre. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui ont appris des choses, puis ils ont un accès d'expert à ces informations-là quand il s'agit d'autrui. Ah oui, c'est réel. Semblait qu'un gars intelligent, ça ne communiquait pas de même. Ah. Et lui, là-dedans, il a un accès totalement de débutant par rapport à lui, mais il a un accès d'expert par rapport à autrui. Parce qu'il a placé toute sa nouvelle structure dans un gros schéma qui s'appelle les autres. Puis ça s'est classé là-dedans. Quand c'est pour lui, bien, il garde ses visions propres de lui. Puis toutes les nouveautés qui rentrent, il les transforme, il les assujettit pour conserver ses schémas de lui. Or, ça ne peut pas être utilisé. Donc, il est toujours en mode défensive, même versus le neuf, plutôt que d'être en mode acquisition de nouveaux outils. Je suis électricien, régulièrement, je dois vérifier la qualité, par exemple, des piles avec ma langue. Celle-là est bonne. T'en prends une autre. Non, il n'y a rien. T'en prends une autre. Très bonne. Là, le patron fournit un ohmmètre ou un voltmètre. Puis moi, j'en conclus que le patron, il veut-tu dire que j'étais un esti d'imbécile? Ouais. C'est ça, être en mode défensif régulièrement. Recherche du malheur. Et là, c'est pas évident que moi, je vais utiliser l'appareil. Puis si je la trouve bien bonne, puis l'appareil, il dit que c'est pas vrai, peut-être que je peux trouver que l'appareil est pas bon, ou que moi, je suis peut-être plus con que je pensais. Alors que normalement, on devrait savoir qu'écoute, ça a toujours marché, ton système, c'est bon. Pas mal plus agréable de marcher qu'un appareil, par exemple. C'est bon. Tu t'en vas vers le neuf. Bon. Alors que si j'ai mes schémas, mes vieux schémas, bien, je vais continuer à utiliser la vieille méthode, ce que plusieurs font dans leur métier. On amène de nouvelles choses. Bien, les secrétaires, entre autres, par exemple.
hommes ou femmes. On va leur donner un cours pour apprendre à travailler sur un ordinateur. C'est sûr qu'on leur fournit le logiciel le plus imbécile qu'il n'y a pas sur la planète versus l'ordinateur le plus épais qu'il n'y a pas sur la planète. Donc, ça demande des structures de cognition énormes, des tableaux de mémoire, puis un truc sur le clavier qu'il faut que tu changes quand tu changes de logiciel parce que c'est tellement pas intuitif. Bon, OK. N'empêche que plusieurs, au départ, se disent, j'en ai rencontré à l'université même, des personnes qui ont des doctorats qui me disaient « Oh, moi, l'informatique, je laisse ça aux jeunes. » Ça veut dire que je suis plus mécanicien depuis tellement longtemps, puis les jeunes, eux autres, ben, ils ont des schémas qui acceptent ces choses-là, l'électronique. Mais c'est ça qui fait qu'on meurt. Ben, ces personnes-là sont capotes. Parce que l'homochrone, ils ne glisseront jamais dans un homochrone de plus en plus moderne. Parce que automatiquement, les autres sont sur le déclin et s'en vont pour mourir. Ben, ils vont rester dans une société qui, technologiquement, n'aura pas trop d'avancement, alors que, apparemment, sur la même planète, d'autres vont vivre dans un monde où c'est que de la technique, que de la robotique. Et d'autres ne pourront pas. Mais c'est toujours une question de schéma. Même chose au niveau de la communication. Les gens, on leur montre à communiquer. Et si on n'a pas avant, alors si on ne leur a pas montré avec métacognition, si on n'a pas restimulé la métacognition chez eux, chez elles, ben, ces personnes-là ne pourront pas apprendre convenablement rien. Et c'est pourquoi je dis que la base fondamentale de l'avancement humain, finalement, c'est qu'il doit être métacognicien, c'est-à-dire qu'il doit retrouver la capacité qu'il avait entre sa naissance et l'âge de 3 ans, 3-4 ans, la capacité de se faire des schémas, d'apprendre à apprendre et d'apprendre à gérer sa métacognition, ce qui devra se faire tout le temps. Ça veut dire quoi, se faire tout le temps? Ça veut dire qu'à l'état d'adulte, on doit faire du ménage. Souvent, moi, je dis à des gens, ceci, c'est un concept. Donc, un concept, c'est un concept. Dans le PMC1, on parle de ce que c'est qu'un concept, et on parle de ce que c'est qu'une croyance, et on parle de ce que c'est que la foi. Bon. Mais à travers toutes ces choses-là, on définit bien que ce sont des modèles d'acquisition, qui peuvent être transformés au fur et à mesure du déroulement de la vie, donc de l'amener de l'apport de nouvelles données, et qui peuvent aussi être rejetés à un moment donné. Non, les gens vont prendre un concept, et pour eux, ça devient une vérité. Donc, c'est classé dans un endroit où ça devient inaltérable. Et là, quand ils vont acquérir une autre vérité, classée à côté, si les deux viennent s'obstiner, ça crée une dissonance cognitive chez l'individu, mais ils ne feront pas de ménage. Ça crée un être humain mélangé là. Et dans d'autres domaines, il va être mélangé là. Il va être clair là. Quand il est mélangé là, ben, il ne retourne plus dans ces schémas-là. Ben, il retourne rarement, ou quand il retourne, il est trop mal pris. Ouais. Pourquoi? Parce qu'au lieu de prendre les schémas concepts, placer ça dans des endroits, puis d'avoir une structure métacognitive qui accepte l'altération, peut altérer un schéma, qui accepte l'effacement d'un schéma, qui accepte la volumisation d'un schéma, on le grossit en volume, qui accepte différentes choses. Si la personne n'a pas ça, nécessairement, elle va être mélangée là, Claire là, mélangée là, Nicole là. Et puis, la personne n'aura pas d'accès aléatoire efficace à ces informations. Cela veut dire que l'expérience qu'elle va acquérir au cours de sa vie sert à peu près pas. Prenons l'exemple d'un professionnel, on va dire une personne qui enseigne à l'école. La majorité sont vivants au début, mais après des années d'expérience, ils ne sont pas des personnes expertes. Ils sont des professionnels, ils ne sont pas des experts. La majorité vont cristalliser leur schéma d'acquisition, puis quand il y a des nouveautés qui vont apparaître, ils sont simplement démunis. D'où d'ailleurs le fait que dans les milieux scolaires, on doit de plus en plus, année après année, rajouter des travailleurs sociaux, rajouter des psychologues, rajouter des gens qui avant n'étaient pas nécessaires. Mais on rajoute pourquoi? Parce que les professeurs sont incapables de faire face aux neufs. Alors, on rajoute des outils extérieurs parce que le système ne répond pas du tout aux besoins. Le même phénomène se passe aussi plus la compagnie est vieille. Même chose. Plus elle a de la difficulté à s'ouvrir à du neuf. Régulièrement, continuellement. Alors, on va dire, on se modernise, on fait appel à des psychologues, on fait appel. Non, c'est pas... C'est comme on a un hôpital, et puis on a des médecins, mais on a aussi des post-médecins. Ces autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils réparent les gaffes des médecins. On est moderne en maudit. Non, il faudrait peut-être que tu penses à éduquer tes médecins ou à changer tes médecins. Tu n'as pas besoin d'avoir de post-médecins qui vont réparer les gaffes des médecins. Puis dans 20 ans, des post-médecins qui réparent les gaffes des post-médecins, qui réparaient les gaffes des médecins. Alors, c'est un phénomène qu'on a. L'humain
peut pas avancer clairement, régulièrement, parce que sans ça, l'humain, toute information neuve, il la place un peu partout dans ses schémas. Puis ces schémas-là se nourrissent d'informations neuves. Pourquoi la majorité des égos veulent se conscientiser, parmi ceux et celles qui veulent se conscientiser? Parce que ça amène suffisamment d'informations pour créer suffisamment de perturbations à travers les schémas, ce qui crée suffisamment de malheur. C'est ça. Alors, ça va. Je viens de le trouver. Oui. Ben, tu viens de le dire. Ah, ben, c'est ça. Je l'ai trouvé, moi, je l'ai dit. C'est ça pareil. Ben, c'est sûr que c'est ça. Je me suis toujours demandé pourquoi, moi, ça me poussait, là. C'est pour que je sois le plus malheureux possible. C'est-à-dire que ce qui te fait que ça te pousse, ça peut être ton intelligence, et ce qui fait que ça t'attire, ça peut être le fait que tu peux être malheureux en ayant plus de choses. Mais il y a des gens qui font partie de ce qu'on appelle les perdus. Il y a quelques-uns parmi les séminaristes aussi. J'espère que vous ne vous voyez pas tous, là. Il y a quelques-uns qui, eux, c'est pas l'intelligence qui les amène. C'est uniquement l'attraction du fait qu'ils peuvent souffrir dans la dissonance. Oh, mais il n'y en a pas beaucoup. Une minorité. Il y en a quelques-uns qui ont réussi à passer le cap. Ça fait des... Je ne dirais pas à partir de quelle date, parce qu'il y en a qui vont chercher à la pêche. Mais... le cap de l'espérance. Il y en a un ou deux, il n'y en a pas... C'est le cap de l'espérance. Ça passe, ça avance moins sur l'autre bord. Ça passe ou ça casse, c'est pas... Et la majorité des séminaristes, donc la très grande majorité des séminaristes, sont attirés évidemment par la succion de l'astral. La possibilité d'être problématique en fuyant le contact avec l'intelligence et en même temps sont poussés par ce qui les habite, leur vision, leurs besoins nécessaires d'être dans le bon chronotope. Bon, dernièrement, vous avez lu tout le monde sur les publicités qu'on avait décidé d'indiquer clairement à qui s'adressaient les conférences de l'Académie PMC. Et sur le calendrier des activités, on a la même chose. C'est-à-dire qu'on explique clairement, finalement, à qui ça s'adresse. Ça ne s'adresse pas à n'importe qui. Ça peut être bénéfique à n'importe qui. Ça ne s'adresse pas à n'importe qui. Ça s'adresse à quelqu'un qui se rejoint, qui se retrouve au moins là-dedans. Nécessairement, ça peut faire en sorte de diminuer la clientèle. Mais on s'en fout parce que, bon, il faut un peu d'argent pour arriver à soutenir les infrastructures de l'Académie de façon à pouvoir se permettre des conférences, des ateliers, etc. Il faut payer du monde. C'est correct. Par contre, régulièrement, la problématique, et c'était comme ça, mais ce n'est plus maintenant, c'était de devoir s'ajuster sans arrêt à la clientèle. Et maintenant, bien, la différence, c'est que la clientèle qu'on a décidé d'aller chercher, c'est la clientèle qui fait partie de ceux qui glissent d'Omicron déjà. Bon, et là, nécessairement, on n'ajustera plus nos activités. C'est ceux qui sont glissables. Ben oui, donc on n'ajustera plus nos activités en fonction d'une clientèle hétéroclite, mais on va ajuster 100% des activités uniquement en fonction des objectifs même, qui devraient être l'objectif des gens, changer de chronotope. Bon. C'est sûr que les personnes qui ne comprennent pas tous exactement ce que ça veut dire changer de chronotope, etc., bon, on va leur offrir la possibilité de comprendre. Il y a le séminaire, évidemment, qui aide un peu. Il va y avoir des ateliers comme l'introduction à la cosmogonie, mais il va y avoir d'autres ateliers aussi. Il y a des conférences qu'on a déjà données ici pour les gens que vous connaissez un peu. Bon, il y a le dernier PMC+. On redonne un PMC+, sur le temps, mais c'est pas une répétition. C'est vraiment pour aller plus loin, pour stabiliser les choses au niveau de la cognition, de la compréhension des mécaniques du temps. Et à partir de là, évidemment, l'activité de l'Académie va être centrée uniquement sur le contrôle des lois qui assujettissent l'humain à rester limité et le contrôle des lois qui assujettissent l'humain à glisser dans des homochrones qui font partie d'une mécanique linéaire qui amène l'humain normalement à vieillir, à mourir, à être malade, à s'engueuler, à se battre, etc., à passer toujours du beau au mauvais au beau au mauvais, c'est-à-dire un homochrone qui fonctionne en yin-yang, en cyclique, passer un homochrone latéral. J'expliquais vendredi que dernièrement, j'ai coupé toute la pelouse de ma cour avec une tondeuse, pas d'essence dedans. Et hier, il fallait que je recoupe encore le gazon. Alors, j'ai essayé de partir la tondeuse et je me suis dit que je n'ai assez parlé qu'elle devrait être vide, là, pour le vrai, là. Parce que l'ego prend... Alors, j'essaie de démarrer la tondeuse, il n'y a rien à faire. Alors, j'ouvre le récipient. La dernière fois, c'était mouillé un peu. Là, c'était sec. Alors, il fallait que je mette du carburant à l'intérieur du réservoir. Bon. N'empêche que... bon, j'ai coupé... ça prend à peu près un demi-réservoir à couper la pelouse. Et puis là, j'ai recoupé au complet avec le réservoir plein. J'ai vérifié. Puis ça prend à peu près entre un tiers et un demi-réservoir. J'ai une preuve là.
Parce que l'ego, il se dit toujours, peut-être t'as mal vu, peut-être t'as mal remarqué, peut-être sans prendre moins que tu pensais, peut-être que ci, peut-être que ça. Alors que moi, je sais consciemment que pendant que je coupais mon gazon, je glissais latéralement dans un homochrone où il y avait toujours un peu de carburant. Puis quand le carburant était consommé, je glissais où il y en avait un peu, puis je glissais où il y en avait un peu, puis je glissais où il y en avait un peu, puis je glissais où il y en avait un peu. Or, j'ai coupé le gazon sans mettre de carburant avec un réservoir qui était vide. Bon. Il était à sec. Il était pas sec, il était à sec. L'idée, c'est qu'on peut faire, on peut faire énormément de choses lorsqu'on est capable de contrôler les lois. Et ça, la tondeuse, c'était un effet secondaire positif d'un voyage qu'on a fait dans le temps lors de la semaine des chefs, donc les 10 jours qu'on a passés dans le bois. Et donc, ce sont des effets secondaires qui peuvent arriver chez les personnes qui commencent à explorer un peu le voyage et qui le contrôlent. J'en ai eu quelques autres comme ça, amusants, intéressants. Mais l'idée, c'est que ça permet de faire des choses qui sont en harmonie avec notre intelligence. Et là, il y a une personne qui me disait, oui, mais il me semble que c'est voler la société, ça, de couper son gazon sans... Fait que là, je dis, voyez comment c'est pareil, les égos. Autrement dit, toi, si tu jeûnes une semaine, t'es un maudit voleur, parce que tu voles les commerçants, parce qu'ils ne peuvent pas te vendre de bouffe. Si tu manges pas de chocolat, c'est Ben, t'es un maudit voleur, effectivement. Tu coupes ton gazon, parce que on va voler si on prend des biens ou des services que quelqu'un a fait. Par exemple, vous êtes abonné au câble, vous les payez pas. Tu sais, c'est un abonnement qui... Ben non, le fil traînait chez vous, vous l'avez essayé, il marchait. Parce que les Vidéotron sont très mal gérés, puis souvent, ben, on leur envoie une lettre disant on n'en veut plus. Ils t'envoient plus de facture. Mais ils te coupent pas. Ça m'est déjà arrivé. Bon. Puis où je suis déménagé, c'est la même chose. On s'est branché pour le plaisir, puis le câble était là. Donc, puis on n'a jamais eu de facture. Jamais eu de facture. L'ex-propriétaire avait averti Vidéotron. Puis on avait encore le câble. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'il y a du monde qui travaille pour faire le service et tu en bénéficies. Là, tu voles. Mais si tu prends ton automobile qui ne brûle pas d'huile, ben, tu voles pas les compagnies qui fabriquent de l'huile. Bon, même chose, si elle ne brûle pas de carburant, aucun problème. Et de temps en temps, il y a des... En tout cas, moi, ça m'est arrivé souvent quand j'étais jeune, quand j'ai pas d'argent. J'ai eu un temps où j'en avais vraiment pas beaucoup. Eh bien, mon automobile ne prenait pas d'huile, ne prenait pas d'essence, ça allait bien. C'était minime. On voulait... c'était phénoménal. Puis quand l'argent rentrait, bien là, ça brûlait plus d'essence. Hein? On peut glisser. L'idée, c'est qu'il faut absolument que Donc, j'expliquais que les activités de l'Académie vont se centrer uniquement sur l'étude, de ces mécaniques. Parce qu'il faut comprendre une chose. L'intelligence supramentale permet d'amener de l'information à l'humain, mais l'intelligence supramentale amène de l'information en fonction d'une des lois du chronotope, celle de la créativité et celle de l'occupation. Absolument. OK? Alors, les êtres qui sont en contact avec le plan supramental sont des êtres qui se font aussi charrier. Et ça, c'est sans exception actuellement et sans exception dans l'histoire humaine. Sauf que l'intelligence, elle amène aussi des choses intelligentes qui finissent par amener des individus, certains types d'individus, à se brancher différemment pour aller chercher d'autres types d'informations. Jusqu'à date, les voyages transtemporels qu'on a fait en termes d'études, de recherche, d'exploration au niveau du groupe des chefs, nous ont permis de comprendre certaines lois du chronotope. Parce que pour bouger, on doit comprendre des lois. Et c'est là qu'on découvre qu'effectivement, l'intelligence supramentale va nous suivre partout. Mais l'intelligence supramentale ne t'amène pas à changer. Et il y a énormément de choses, en tout cas, qui sont beaucoup plus applicables, le moindrement que l'humain comprend que son changement est déterminé par le fait qu'il change d'homochrone, donc d'un petit temps similaire, à aller à un changement chronotopique, un changement majeur au niveau d'un lieu temporel, puis un changement du chronotope implique un changement des lois qui le régissent. Il y a nécessairement un effet planétaire. Bon. Lorsque les activités de l'Académie PMC étaient ajustées en fonction beaucoup plus d'informer les gens, d'instruire les gens des mécaniques du chronotope. Sauf qu'à chaque fois qu'on prenait une loi du chronotope, qu'on essayait de la contrer, on se frappait le nez à une autre loi du chronotope qui a prévu le coup. Alors évidemment, on améliore un peu notre sort au niveau de ce que nous sommes,
de l'élitisme de ce que nous sommes. Et on se fait tout de suite rabaisser. Mais justement, on n'améliore pas notre sort au niveau matériel, au niveau de la santé, au niveau de l'événement. Pourquoi? Parce que le travail est un travail qui se fait et qui est très, très, très bienvenu. Un travail qui se fait dans le linéaire du déplacement temporel, c'est-à-dire passé versus présent versus futur, d'une façon normale, collective, c'est-à-dire qui tient compte des lois chronotopiques. Donc, tu vas vers le vieillissement, vers la mort, vers la maladie, etc. Et en fonction de problématiques de désajustement entre les lois, par exemple, de la richesse de l'ère du poisson ou de ce chronotope, versus la perception des lois de la richesse d'un autre chronotope, mais tu ne peux pas les appliquer ici. Alors, c'est comme, par exemple, dans la définition de la clientèle, bref, des gens avec qui je veux travailler, avec les gens que je veux côtoyer, il y a une chose qui dit, entre autres, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, mais ça ne marche pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pourtant, c'est parfait. Si ça ne fonctionne pas, c'est que c'est parfait pour toi, pour ton intelligence, mais dans un autre homochrone. Pas dans celui-ci. Alors, je donnais des exemples à une personne d'affaires qui dit j'ai une idée géniale, on va vendre par exemple un verre. Et bon, puis l'idée, elle est bonne, elle est parfaite, c'est bon, la publicité, c'est très bon. Et là, je lui dis as-tu vérifié si ta publicité ou ton verre était acceptable par la clientèle cible, par le public? Il dit ben voyons donc, tout le monde est malade, tout le monde en a besoin de ça. Ça ne change rien. Non, c'est pas ça. Non, une personne qui fait partie de ce chronotope, qui n'a vraiment aucune attache dans un autre monde, donc la personne qui est vraiment dans son monde ici, un monde de guerre, de violence, de prédateurs, va inventer le même verre, va faire la même publicité, puis elle va en vendre plein. Mais l'autre, lui, qui n'est pas dans le bon monde, va inventer le même verre, va faire la même publicité, il va en vendre, il en vendra presque pas. Alors, je lui dis, regarde, tu fais un petit sondage, tu présentes ton verre à 200-300 personnes. Puis tu leur demandes ce qu'ils en pensent. Il fait l'essai. Tout le monde dit, c'est merveilleux. Il me dit, gars, tu vois, c'est merveilleux. Je dis, non, t'as rien vendu, t'as présenté. Mais maintenant, si tu leur fais une publicité, tu leur demandes, qu'est-ce que ça fait comme effet? Ah, les gens, ben c'est bien évident que c'est bon. Parfait. Le matin, mais ça, c'est public, tout le monde va en acheter. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a ajusté son affaire à l'homochrone actuel et ça va engendrer un effet positif au niveau des affaires. Pourtant, le gars, la fille, n'aura rien changé, mais parce qu'on comprend la mécanique du déphasement homochronique qui fait en sorte que vous êtes génial, puis ça plante, bien, quand tu comprends, maintenant, tu vas te dire, parfait, bien, il y a une structure, une loi entre deux homochrones, il y a des lois de communication homochronique, et moi, je ne suis pas de ce monde. Et si je ne suis pas de ce monde, nécessairement, les idées que j'aurai ne seront pas des idées qui vont fonctionner. Mais il y a des façons de les faire fonctionner. Tu glisses d'homochrone, et si tu n'es pas capable de glisser d'homochrone, bien, il y a des mécaniques à faire. D'amener tout le monde dans ton homochrone. Bien, là, c'est glisser d'homochrone aussi, mais il y a des mécaniques que tu peux faire pour ajuster. Donc, tu vas glisser aussi, pas là où tu pensais, mais tu glisses quand même. Et subitement, bien, ça devient ajusté à l'homochrone. Alors, au lieu de dire, par exemple, bon, il y a le contact avec l'ajusteur, il y a la négoïsation. La négoïsation, c'est bon. Mais quand on sait que c'est l'ego qui nous enclave, qui nous maintient dans un homochrone, bien, le fait de s'anégoïser permet à l'intelligence d'être attirée plus facilement par les homochrones buts, les chronotopes buts, là où les objectifs, parce que l'ego est anégoïque, il va moins nous maintenir là. On va être capable de bouger. Mais surtout, c'est quand on va avoir bougé, lui étant anégoïque, il ne nous ramènera pas 2 jours après. Les journées, ça va bien, les journées, ça va pas bien, les journées, c'est ci, les journées, ça va mal. Bon. Mais on comprend la mécanique. Donc, ce que l'intelligence prémentale amène au niveau d'un homochrone, ça reste utilisable. Sauf que le moindrement que tu comprends que le travail doit se faire d'une façon horizontale plutôt que verticale, ça donne une ampleur très différente au travail parce que là, l'être humain devient un technicien de la mécanique et il peut bouger des leviers. Toujours être pris avec le laisser-aller. J'essaie de me contrôler, j'essaie de faire ceci, j'essaie de faire cela, mais je suis manipulé. Oui, mais quand on comprend le mouvement le glissement homochronique, très, 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 très différent de la façon dont on va utiliser. On gagne une certaine liberté de mouvement. Tu gagnes une liberté complète de mouvement. L'humain restera manipulé, sauf que c'est facile pour l'humain de créer une instruction égoïque
qui l'amène à comprendre qu'il doit être manipulé à glisser. C'est ça. Parce qu'avant, l'humain était manipulé à essayer d'être beau, d'être bien. C'est illégal et impossible. Si maintenant l'ego est manipulé à changer de chronotope pour rechercher un monde qui est beau, qui est bien, Ou c'est légal de le faire. bien là, l'ego va glisser quand l'ego est instruit. Et dans ce monde-là, c'est légal. Donc, il n'y a pas d'effet de retour, tu ne payes pas le prix. Alors que si c'est en restant dans le même homochrone, c'est illégal. Ça en est une autre clé, ça, Ben oui. pour changer le collectivisme. Mais c'est-à-dire que il faut La loi que du tu sois collectivisme. capable de te décollectiviser avant d'entreprendre le mouvement homochronique. De te décollectiviser au niveau du savoir. Donc, au niveau de la conscience. Bon, tu es encore collectif, mais tu le sais, puis tu es contre. Tu peux glisser. Et en glissant, tu vas perdre le collectivisme qui te restait. Bon. Sauf que si tu te défends en disant non, l'instant, c'est pas du collectivisme, c'est à cause que tu es collectif, même dans ta conscience, même dans ton savoir. Et là, tu ne peux pas glisser latéralement dans un homochrone bu. Un homochrone bu, ça veut dire un homochrone utopique. Bon. Mais un homochrone, c'est toujours évidemment un petit changement mineur. Un chronotope, c'est un changement majeur. Si on regarde la façon dont l'activité humaine devrait être organisée, orchestrée, bien, nécessairement, il faut que l'humain puisse comprendre la mécanique du temps d'une façon beaucoup plus ample que ce qu'il connaît actuellement. C'est d'ailleurs l'idée du prochain PMC+. Il faut que l'humain soit capable, avec la compréhension de la mécanique du temps, et c'est d'ailleurs l'objectif du prochain PMC+, de ressortir tout ce qui a trait à la compréhension du continuum, de ressortir tout ce qui a trait à ça, de tous les schémas qu'il a actuellement au niveau de sa cognition. Ça veut dire que toutes les informations que vous avez, qui ont trait à la mécanique du continuum, doivent être, on en a parlé tout à l'heure, doivent être extirpées des mauvais schémas pour être placées dans ce schéma-là, de façon à ce que ça soit tellement clair que là, votre vie va être faite en fonction d'un glissement homochronique. Ça veut dire, comme dans la publicité, on en parle un peu, on parle des lois naturelles. On va vous expliquer comment ça fonctionne une loi naturelle par rapport à la version au continuum. Le processus des miracles, plein de mécaniques qui sont dans des schémas et ils doivent être sortis de ces schémas-là pour être replacés dans le schéma du continuum. Et une fois que ça c'est fait, la personne, elle est maintenant toujours en démarche de glissement. Parce que tout ce qu'elle va penser ou faire va toujours être en fonction de ces schémas-là. Exactement comme le religieux, tout ce qu'il fait, c'est en fonction de Dieu. À un moment donné, tout ce que tu vas faire, toi, c'est en fonction de glisser. C'est-à-dire que tout ce que tu vas faire va te faire glisser. Mais nécessairement, tu vas comprendre, si on dit, tu vas regarder un film, et en regardant un film, immédiatement, vous allez vous dire, oh non, ça ne me fait pas glisser à la bonne place. Tu sais, c'est clair. Mais c'est pas, ah non, il ne faut pas regarder ça, parce que non, c'est pas ça que tu vas arriver. Non. Tu vas comprendre, tu vas voir automatiquement que c'est pas ça. Bon, à un moment donné, vous allez vivre des relations particulières avec du monde, vous allez, en connaissant la mécanique des lois, de la communication, de la relation, etc., automatiquement corriger pour avoir une relation qui est plaisante. Donc, vous allez glisser là où c'est plaisant, puis vous allez amener la gang là où c'est plaisant. Ils vont suivre son collectif. Très différent. Je ne change pas l'humain. Je change d'humain. Mais ça ne paraît pas. Et moi, je reste bien correct. Alors, c'est important de comprendre que le décollectivement, la décollectivisation, par exemple, on en a parlé, le fait d'être collectif, ça se retouche partout. Le fait de décider de travailler uniquement avec les individus qui ne sont pas dans le bon chronotope, on a fait une liste. La liste peut être beaucoup plus ample aussi. Ça fait en sorte qu'on va travailler avec les anormaux, qui sont normaux. Oui, c'est ça. Mais dans l'autre homochrone. Une question de point de vue. Ah oui. Toujours une question de point de vue, une question de manipulation au niveau des lois. Si on regarde, on a parlé beaucoup des lois du collectivisme. Parmi les lois de l'occupation, il y en a d'autres que tu aimerais aborder? La créativité. Quand on conscientise, on est encore plus créatif. Puis le danger, c'est de s'occuper jusqu'à la fin de sa vie. Ouais. Qu'est-ce qu'on choisit dans tout ça, là? Prenons un exemple de créativité.
Il y a des personnes, par exemple, qui vont travailler dans un contexte, et puis ça fonctionne bien, mais l'objectif collectif, social, par exemple, n'est pas atteint. Par exemple, tu te lances en affaires avec 3 associés, mais après 5 ans, vous avez vécu, vous avez pris des vacances quand vous vouliez, vous avez été vraiment heureux, mais vous n'avez pas fait fortune. Alors, vous allez, toi, par exemple, collectif, créativité, tu peux en déduire, par la loi du collectivisme, que finalement, ça n'a pas marché. Mais les hommes d'affaires qui sont riches n'ont jamais eu de plaisir, n'ont pas pris de vacances quand ils voulaient, n'ont pas été heureux pendant le travail, et eux vont dire, nous, on a réussi. Parce qu'au niveau collectif, c'est le fric, et non pas la qualité de vie. Par contre, toi, tu as eu la qualité de vie, tu as un succès majeur, en plus, tu as vécu, en travaillant pour toi, en étant bien. La créativité va venir embarquer, collectiviste créativité, et te dire, si tu lâchais tes 2 bonhommes, puis que tu repartais tout seul, ou que tu allais te trouver un emploi à la place, Tu ferais plus d'argent. ça va être bien mieux. Sauf que ça fait partie des lois de l'omnibulation, puis loi de l'occupation. Là, ce qui arrive, c'est que moi, si je ne suis pas omnibulé, je vais te dire, comment ça se fait alors, se fait-il que tu penses, toi, qu'en allant te trouver un emploi à l'extérieur, tu vas réussir mieux, alors que toute la société prétend le contraire, prétend qu'il y a de plus en plus de chômage, que le niveau de vie des gens décroît sans arrêt, que le niveau de malheur monte sans arrêt. Alors, je ne vois pas comment, toi, tu peux te laisser manipuler, mais c'est la créativité, entre autres. C'est-à-dire que tu as l'impression de te reprendre en main, tu vas te trouver un emploi, ça va aller mieux, puis l'omnibulation, puis le collectivisme, alors que la société vit moins bien que ce que tu as vécu. Puis la créativité, elle te donne l'impression à un moment donné que si tu étais seul ou avec 2, 3 qui te suivent plus, que tu pourrais faire plus. La loi de la créativité. Mais si tu es avec des individus avec qui tu as déjà de l'expérience, la créativité devrait être beaucoup plus utilisable là. Mais la loi de la créativité n'est pas une loi d'intelligence. L'intelligence va t'amener à être créateur à un moment donné. Mais la créativité, la loi de la créativité qu'on parle présentement, c'est une loi astrale de ce chronotope qui fait en sorte que lorsque l'humain peut aboutir, on lui donne de la créativité pour qu'il change de cap, ou bien lorsque l'humain peut planter, on lui donne de la créativité pour qu'il ne plante pas trop. Alors, la créativité que l'humain a, souvent, c'est une loi justement d'occupation. Oui, puis toujours à la recherche du malheur. Bien, du malheur, c'est sûr, donc d'être bien, c'est-à-dire d'être malheureux. Oui. On a ça dans les entreprises aussi, on a ça à bien des places. Par exemple, dans plusieurs compagnies, on va donner à quelqu'un une tâche à faire. Et après 2, 3 semaines, 2, 3 mois, bon, etc., on se rend compte que la tâche est altérée. La personne ne la fait plus comme elle devait la faire. C'est la créativité, ça. Certains vont dire que c'est la paresse. C'est la créativité. Bon, par exemple, les gens vont, à chaque fois, il faut placer les verres comme ça, puis le petit napperon, on le met à côté. Puis après un laps de temps, la personne qui a de la créativité un peu va penser que ce serait mieux le verre sur le petit napperon. C'est la créativité. Si elle en parle à ses patrons, la créativité peut être utilisable. Le patron peut dire oui, le patron peut dire non. Mais ce qui arrive souvent, c'est que les personnes ont une fâcheuse tendance à toujours tout altérer un processus qui va bien. C'est la créativité. Bon, on peut dire que si elle est canalisée par l'intelligence, par le mental au minimum, la créativité peut être utilisable. Sauf que la loi de la créativité, ce qui va arriver souvent, comme d'ailleurs les écrivains le long, ils vont écrire, après ça, ils se relisent. Moi, je me relis jamais. Et ils se relisent, puis là, c'est pas assez bon. Alors, ils vont recommencer. Puis ils vont se relire. C'est pas assez bon. Ils vont se relire. Ouais, c'est ça dessus. Ben oui, mais c'est évident. Les gens, par exemple, qui vont... Bon, moi, je fais des conférences. J'écoute jamais mes conférences. Si j'écoutais mes conférences, je cesserais probablement de faire des conférences. Ouais. Il y a tellement de choses à corriger. Mais vu que je ne m'écoute pas, ben cette partie créative-là n'embarque pas. Alors, je fais des conférences, puis ce qui est à passer est correct. Mais puis il y a pas quelque chose qu'on pourrait corriger. Mais si on se met à tout corriger ça au complet, c'est pour ça qu'il est important de le faire. Par exemple, vous m'écrivez une lettre.
Vous la relisez, vous la voulez parfaite. Il y a des chances que ça prenne bien du temps. Et il y a des personnes qui font partie des perdus qui, de temps en temps, c'est du bon monde, Je dis, quand je parle perdu, c'est que leurs schémas sont très mélangés. Donc, ils sont perdus là. C'est pas des personnes folles, c'est des personnes qui sont plus là. Dans le paquet de schémas. Alors, ils vont m'écrire une lettre et ils ne me l'envoient pas. 3 mois après, ils m'écrivent une autre lettre, finalement. Ils ne me l'envoient pas non plus. Puis un an après, je reçois 15 lettres. Elle a décidé qu'elle m'envoyait sa dernière lettre, plus toutes les autres lettres. Et là, on lit la première lettre. Puis là, dans la deuxième, ben là, elle dit que là, ici, elle s'est compris, puis qu'il fallait puis bon, elle se contredit, puis il va. La créativité, loi de la créativité. La personne se relie, puis elle dit, voyons donc, je ne peux pas envoyer ça. Mais comment qu'on fait pour choisir, dans la créativité, il y en a des idées, il y en a en masse, là. Comment qu'on fait pour choisir la bonne? Je vais vous expliquer comment on fait pour choisir la bonne. Pour choisir la bonne, il faut être structuré. La structure, c'est quoi? La structure, c'est l'obligation de descendre du mental. Quand le mental entre, l'astral sort. On a parlé souvent des problèmes des mentaliseurs, donc de la mentalisation. On se rend compte, lorsqu'on change de mot-compte et qu'on structure un peu l'information que j'ai amenée, que la mentalisation, c'est bon. C'est la paramentalisation qui est mauvaise. Donc, il y a des gens qui mentalisent et c'est impeccable. Il y a des gens qui paramentalisent et c'est débile. Donc, à un moment donné, on en reparlera à travers certains ateliers. Il va falloir que ces termes-là soient compris parce que les termes font eux-mêmes partie de nos structures. Je mentalise, ça veut dire que j'amène l'information au niveau du mental et je reste mental, donc je logifère et j'ai accès à l'information supramentale, l'information astrale. La paramentalisation, c'est lorsque c'est identique à la mentalisation, mais c'est pas mental. Donc, ça reste assujetti aux contraintes de l'ego. Alors, les individus qui ont totalement raison lorsqu'ils paramentalisent, mais on sait qu'ils ont tort, ne mentalisaient pas, paramentalisaient. Bon. Puis para veut dire presque identique à côté du chemin. Ce n'en est pas. On a des choses qui sont logiques, puis on a aussi du paralogisme. Le paralogisme, c'est lorsqu'on arrive, par exemple, à une conclusion à partir d'un schéma logique, la conclusion ne l'est pas. Bon, un exemple rapide. On a fait des études et on se rend compte que les étudiants qui étudient le plus à la maison sont ceux qui ont les plus mauvaises notes à l'école. L'étude est portée sur un paquet d'étudiants et on fait un parallèle entre les notes scolaires et le nombre d'heures d'études. Déduction paralogique, ceux qui étudient beaucoup coulent. Déduction logique, ceux qui coulent ont tendance à étudier plus pour essayer de récupérer. Mais en paralogisme, on va penser que le fait d'étudier rend les notes mauvaises. D'où la solution, c'est essayer d'étudier. Mais c'est mathématique. Ah ouais, si je regarde mes statistiques. Bon. Mais pourquoi c'est du paralogisme? C'est que quelque part, il y a des données que j'ai éliminées, que je ne sais pas peut-être. C'est comment a été faite l'analyse. Bon. Alors, c'est simple. C'est que ceux qui réussissent bien étudient moins. C'est logique. Bon. On parle ici de structure. La structure, elle apparaît... Bien, il faut se structurer. On parlait de comment on fait la structure. Se structurer, c'est rentrer du mental. Rentrer du mental, ça veut dire faire sortir l'astral. Puis rentrer du mental, ça veut dire être capable de placer des chemins. Ça veut dire au départ qu'on parle de pourquoi je fais ceci, pourquoi je ne fais pas cela. Bon, donne-moi un exemple. On prend un exemple sur une chose qu'on devrait structurer de façon à être capable de ne pas se faire altérer sans arrêt par la créativité. Alors, on prend, je commence à écrire un livre. Avant de commencer à écrire un livre, je devrais me poser une question structurée. Pourquoi je devrais écrire un livre? Pourquoi? C'est ça. J'ai le goût, là, ça me tente, j'ai l'inspiration. Oui, c'est la créativité, ça fait partie des lois d'occupation. Elle écrit des livres pour rien. Pourquoi je devrais écrire un livre? Ben là, ça fait partie des structures. Savez-vous ce que c'est qu'une structure? Une structure? Non.
L'art de la structure, c'est l'art de se poser les bonnes questions. Puis j'ai déjà expliqué que quand on se posait la bonne question, on avait toujours la réponse. Puis chaque fois qu'on avait une aberration phraséologique, chaque fois qu'on avait une question sans réponse, c'est qu'on ne posait pas une bonne question. Alors, je me pose, je veux écrire un livre. C'est mon objectif. La question, pourquoi je veux écrire un livre? Alors, ça devient en bas, ça ici, livre. Et là, je dois chercher des éléments en avant. Alors, je vais dire, parce que j'ai de l'inspiration. Est-ce que parce que j'ai de l'inspiration, connaissant la loi de l'occupation, c'est un argument pour écrire un livre? Mais vu que je connais la loi de l'occupation, mon inspiration, ma créativité, je me dis ça, c'est pas bon. On n'écrit pas un livre parce qu'on a l'inspiration d'écrire un livre. On ne mange pas du chocolat parce qu'on a l'inspiration de manger du chocolat. Puis on ne va pas se suicider parce qu'on a l'inspiration de se suicider. OK? Connaissant les lois. Mais les lois doivent être structurées tellement clairement chez vous que le moindrement vous posez la question, je veux écrire un livre, pourquoi? Parce que j'ai de l'inspiration, automatiquement, parce que vous allez devenir des experts, vous allez savoir que ça, c'est la loi de la créativité, loi de l'occupation, donc, moi, je rejette. Je mentalise, je rejette. Pour faire de l'argent, je me pose la question, est-ce que c'est ça qui, au départ, est apparu chez moi, pour ensuite enclencher un processus de créativité? Je veux faire de l'argent, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour faire de l'argent? Tac, 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 j'ai cherché. Est-ce que j'ai cherché en mode expert pour aléatoirement aller là où je suis le plus rentable? Ou si j'ai cherché en mode linéaire, puis je suis arrêté au premier morceau qui répondait à la question? Peut-être que c'est le 25e qui est le bon. Mais il faut que je me pose des questions. Si je suis un bon métaconicien, je vais répondre. Si tu es en mode aléatoire, tu vas aller chercher immédiatement le meilleur. Si c'est en mode linéaire, il faudrait que tu dises les livres. Mais après ça, il y aurait... Je pourrais chanter. Après ça, il y aurait... Je pourrais travailler pour quelqu'un. Après ça, il y a... en mode linéaire, il faut que tu fasses tout. Et là, ce qui arrive en mode linéaire, souvent, c'est que vous allez en sauter. Ou bien, vous allez en mettre plein, puis après ça, vous allez être en dissonance cognitive. Lequel je fais? Vu que vous n'êtes pas un expert, vous ne savez toujours pas lequel est le bon. Et vous savez la liste que vous pouvez faire. Fait que là, vous allez y aller avec votre intuition astrale. Ben moi, tiens, je pense que je vais faire ça. Peut-être parce qu'il y en a qui font, peut-être que vous avez lu dernièrement qu'un écrivain fait de l'argent. Peut-être parce que, etc. On ne sait pas. Si on se structure, donc, pourquoi je veux écrire un livre? Parce qu'on peut faire de l'argent. Parfait, on peut faire de l'argent. Est-ce que les écrivains au Québec font vraiment de l'argent? La majorité n'en vivent pas. Il y en a qui en vivent. Mais moi, je vis de mes livres. C'est bon. Mais c'est une question à se poser. La personne devra se dire, écoute, peut-être que je peux être rentable parce que ça me prend 30 jours écrire un livre de 300 pages. OK. Un mois t'écris. C'est juste un mois. OK. Ça peut rapporter peut-être 10, 12 000, 8 000 par année. La première année, travailler un mois, 8 000 $ pour 30 jours. C'est un bon salaire. J'en dis pas. Ça va payer mon hypothèque. T'sais, la personne peut bon trouver. Mais là, après ça, il va falloir qu'elle se pose des questions, qu'elle continue à structurer. Si c'est pour faire de l'argent, c'est quoi le sujet du livre? Ah, elle va trouver un titre. Là, si elle sait qu'elle n'est pas dans le bon chronotope, il faut qu'elle sache que ce qu'elle va trouver comme titre va bien se vendre dans l'autre chronotope. Dans l'autre homochrone, pas dans le sien. Parce qu'elle est dans le mauvais monde, elle le sait. Mais sa créativité et son intelligence, c'est dans le bon monde. Et elle vit dans le mauvais. Être structuré, ça veut dire qu'on se pose des questions sans arrêt. Disons que j'arrive à la conclusion, oui, j'écris un livre, et ça, c'est pour ne pas gérer sa vie. Mais ça, on va former des ateliers là-dessus. Du moment que moi, j'arrive, oui, j'écris un livre, et le livre va être sur l'avenir de l'aérospatiale au Canada. OK? Oui. J'ai décidé que c'était bon, puis les études que j'ai faites sont correctes, ça va. Mais là, je commence à écrire, puis à un moment donné, ben là, je tombe sur la cité de 7-2. Ça en vient. C'est bon, pas mal. Puis là, je pense que peut-être que je devrais écrire un roman à la place ou un roman en même temps. Là, c'est de la créativité encore qui embarque. La créativité était en train de te faire changer de cap. C'est ça le problème. Puis la majorité des gens changent de cap juste quand ça va aboutir. Puis il y a une grosse majorité aussi qui vont dire, ben non, j'écris mon livre pareil. Oui. Puis c'est ça de perdre son temps. Là.
ce qui va arriver aussi. Sauf qu'habituellement, s'il n'a pas changé Parce de que cap... quand on n'est pas capable de changer de cap, c'est pas Oui, bon. mais non s'il n'a pas changé de cap, c'est mauvais. C'est parce qu'au départ, ton analyse structurale plus. Elle n'était pas bonne. était mauvaise. Tu avais commencé à écrire un livre, puis c'était pas ça qu'il fallait que tu fasses. Parce que si au départ, ça a bien été fait, là, je le résume, hein, mais c'est un peu plus complexe. Oui. C'est-à-dire c'est plus long à expliquer, très facile à comprendre et à appliquer, parce que il y a un algorithme de procédure. Tu te poses la question, oui ou non? Oui. L'autre question, oui ou non? Non. L'autre question, oui ou non? Puis à la fin, tu sais ce que tu as à faire. C'est banal. Mais il faut que tu puisses poser les questions comme il faut, puis il y a des façons d'arriver à créer les bonnes questions. Avec un algorithme après, tu ne peux pas te tromper. Si donc la phase ici structurelle a bien été faite, quand tu vas arriver ici, tu sais que ça reste bon. Peut-être que c'est une autre bonne idée. Encore une fois, tu vas la réévaluer de la même façon au niveau structural pour en arriver à une réponse. Mais comment tu fais pour discerner tout ça, là? Tu sais deux bonnes idées, puis tu rien que 24 heures d'une journée. C'est très facile si tu connais la loi de l'occupation. Tu as deux bonnes idées, dors pas, puis il y en a une qui est en marche. OK? Laquelle tu fais si tu connais la loi de l'occupation puis que tu ne veux pas y être assujetti? Bien, tu vas continuer à faire l'idée qui marche, puis l'autre, tu vas la reléguer de côté. Très simple. Sauf que l'humain doit bien connaître la loi de l'occupation, ça veut dire qu'elle doit faire partie de sa façon de penser lorsqu'elle pose des questions. Parce que la personne peut dire « Ouais, mais c'est parce que j'ai plus le goût de faire l'autre. Mais l'objectif de départ, est-ce que c'était d'avoir le goût d'écrire un livre sur l'aérospatiale au Canada, ou si l'objectif de départ était de faire de l'argent? Faire de l'argent, c'est ça. As-tu encore le goût de faire de l'argent? Alors, continue à faire ton bordel de livre. Mais tu comprends? Il faut être capable de se poser des questions convenablement. La personne va dire, oui, mais c'est parce que j'ai plus le goût. Est-ce que c'est le goût que tu avais? Puis vérifier aussi si ce qu'on fait est adapté à l'autre. Ça, il faut que tu l'aies déjà fait dans ton analyse de départ. Puis quand moi je vous parle de replacer l'information que vous avez acquis de votre naissance à maintenant, c'est une fois que ça est bien placé, c'est là que vous allez devenir des experts, puis c'est là que vous êtes capable de poser les questions facilement comme je les pose là. Personne va dire, ouais, mais c'est pas évident, moi j'aurais pas pensé à cette question-là. C'est normal, ça dépend comment les structures sont faites. Sauf que moi, j'ai un algorithme de procédure, j'ai plusieurs procédures, dépendamment des situations, qui me permettent, dans telle situation, de me poser tel type de questions. Ce qui me rend plus efficace. Un expert, c'est exactement ça. J'ai donné l'exemple, je pense, le mois dernier, en tout cas, je le redonne maintenant, de la personne qui a appris à réanimer un arrêt cardiaque suite à une noyade. Et un jour, elle marche sur la rue, puis il y a quelqu'un qui s'électrocute puis qui tombe en arrêt cardiaque. La personne, elle ne sait pas quoi faire. Pourtant, c'est un arrêt cardiaque. Donc, ce sont les mêmes procédures. Une personne qui a une métacognition un petit peu mieux structurée, elle n'est pas métaconicien, mais elle a une structure un petit peu mieux faite, elle est capable de créer des passerelles. Alors, elle ramasse des informations, et à travers les informations qu'elle ramasse, la personne, le fil ne touche plus rien, elle était dans un poteau tombé à terre. Bon. Alors, arrêt cardio-respiratoire. Arrêt cardio-respiratoire, oui, j'ai appris des choses lors de la noyade, pas noyé, mais en arrêt cardio-respiratoire, donc accès aléatoire, je prends juste ce que j'ai besoin. Je sais, je plongerai pas à côté d'elle pour ramper jusqu'à elle, puis bon, tu sais. Les mécaniques, on ne fera pas. Vous allez dire, oui, mais il n'y a personne qui va ramper à côté d'elle. Non, non. Mais il y a des gens qui ne pourront pas l'aider. Ils ne ramperont pas. Eux autres, ils regardent leur procédure, plonger, mais c'est de l'eau, elle n'est pas dans l'eau, elle n'est pas noyée, je ne peux rien faire. Alors qu'une autre personne va simplement avoir un accès aléatoire versus l'événement, puis va être capable de faire une réanimation cardio-respiratoire. Il y en a une qui travaille plus près du mode expert, l'autre, le mode normal. Si on raffine encore plus, parce que moi, en travaillant pour Urgence Santé, souvent, j'ai vu des médecins qui faisaient des massages cardiaques sur le nombril. Ils ont appris. Mais ils ont appris à donner des ordres, ils ont appris techniquement comment le faire, mais c'est habituellement le préposé aux bénéficiaires qui fait ça dans une salle de réanimation. Dans plusieurs pet shops. Dans certains hôpitaux, c'est quelqu'un qui a été formé, mais en tout cas... et le médecin, lui, ben, il sait, mais qu'est-ce que vous faites là? Je fais un massage. Vous pensez que c'est la bonne place? Non, mais il faut faire un massage. Ça, c'est des réponses que j'ai déjà eues. Il y a des médecins, il fallait ôter de là, qui étaient en train de tuer les patients. Puis ce sont des bons médecins pour donner des ordres, mais il n'y a pas de passerelle entre l'événement urgence et la salle d'urgence.
l'humain qui apprend à restructurer ces choses va arriver lui aussi à poser les bonnes questions, à se servir d'une façon experte, d'une façon aléatoire, des informations qu'il a. Maintenant, c'est évident que ça va prendre un laps de temps parce que vous devez apprendre à apprendre, et puis vous devez restructurer les choses, puis vous devez redevenir métaconicien, et il n'y a pas d'âge pour faire ça. C'est du moment que c'est compris comment ça se fait, on peut enseigner comment ça se fait. Et chaque individu, il y en a qui vont aller plus vite parce qu'ils ont des structures métacognitives mieux faites. Il y en a qui vont aller plus lentement parce qu'ils ont des structures métacognitives plus mal faites. Donc, il y en a qui vont résister plus à une nouvelle façon de penser. Et tout le monde qui décide de devenir experte par rapport à son information, par rapport à elle, va apprendre aussi. Mais c'est évident que c'est un travail qui va demander un laps de temps. Mais si ce travail-là n'est pas fait, vous ne pouvez faire autrement que d'être plus ou moins des disciples perdus. Occupé. C'est officiel. On va être occupé. Les gens ne peuvent pas être leur maître, leur seul maître, tant qu'ils ne sont pas métaconiciens, parce qu'ils sont toujours dépendants de l'explication d'un autre, même si vous avez l'information. Il y a une nuance. Moi, je peux avoir accès à de l'information, j'amène de l'information. Vous n'y avez pas accès pour l'instant, c'est pas grave, c'est comme lire un livre. Sauf que vous avez en plus besoin des explications ou des conseils ou des directions. Mais ça, vous êtes capable de le faire. Moi, je vais lire un livre de mécanique, puis ensuite, je regarde mon moteur et je fais moi-même la transposition entre mon apprentissage qui est théorique à l'obligation de le transformer en apprentissage pratique. Et ensuite, je continue à fouiller, puis là, je suis OK, c'est ça, OK, bon, je comprends, puis bon, c'est ça que ça voulait dire. Puis je regarde dans le livre à un moment donné parce que j'ai pas assez de mémoire, mais pas parce que je vais avoir le conseil ou l'explication. Ça passe. Oh, OK, donc, je reviens encore fouiller là, puis j'ai encore un petit peu de misère à faire la transposition. Puis finalement, je touche un peu, je tripote un peu, puis OK, c'est ça, puis c'est ça, puis c'est ça, puis j'apprends. Après ça, ben là, j'ai un problème, puis je suis capable moi-même de faire mes diagnostics. Mais ça, vous pouvez le faire. C'est une question de métacognition. Aller chercher l'information, ça dépend. Moi, je vais en Australie, je reviens. Vous ne connaissez pas l'Australie. Je peux vous instruire de l'Australie. Mais si vous allez en Australie un jour, vous allez vous démerder. Sans problème, bien mieux que moi. Parce que, un, vous avez l'information que je n'avais pas, et deux, vous êtes métaconicien comme moi, mais vous avez l'information que je n'avais pas. Alors qu'une personne va arriver et il va dire un peu, qu'est-ce que Daniel a fait? Non, Daniel n'a rien fait. Vous allez arriver là-bas, ah oui, un instant, c'est vrai, dans telle place, il y a telle chose. C'est ça que vous allez avoir retenu. En arrivant là, vous allez vous-même, chacun à sa façon, métacognitivement, être très efficace. Alors que sinon, vous avez l'information, puis ça ne vous sert pas trop. Ça sert à faire peur, tu sais, j'ai peur d'aller telle place parce que j'ai entendu dire que, alors qu'une personne avertie en vaut deux, normalement, si elle est métaconicienne, elle va être capable de bouger. Pour se libérer, bien, pour sortir, pour se désacheter de la loi de l'occupation, ben c'est ça. C'est mettre de l'ordre dans sa caboche, comprendre les lois comme étant des réalités, mais pour ça, on doit prendre les lois qui sont dans certains schémas qui sont mauvais, dans certains mauvais tiroirs, puis les amener là où ça va servir. La loi de la manipulation, vous la connaissez, mais régulièrement, vous êtes manipulé, puis ça ne vous fait pas ting, 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 c'est manipulé. Parce que la loi de la manipulation a été placée dans un schéma qui fait partie des schémas de théorie, mais qui n'est pas accessible en mode pratique. Alors imaginez-vous bien qu'on restructure un peu la métacognition des gens, et subitement, on se retrouve avec un paquet de gens lucides. Donc, vous allez entendre parler d'ateliers de métacognition dans pas grand temps, hein, c'est bien évident, parce que ça replace les choses. Les ateliers qu'on vous suggère actuellement, qu'on a mis sur pied, sont des ateliers de base métacognitive. Et puis, dans pas grand temps, ça sera plus long à préparer l'atelier. Un atelier uniquement basé sur la restructuration des schémas de cognition. Et on verra si c'est combien de temps ça prend à donner ce cours-là, mais les jeunes en entendent parler. Alors là-dessus, bien, on va pelleter. On n'a pas décidé assez pour ça.